La bande à des plus spéciale Diagonale des Fous en partenariat avec NAC et Run Motion Coach. Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus. Vous écoutez la deuxième partie de notre grande émission consacrée à la Diagonale des Fous 2025, remportée par Baptiste Chassagne devant Yannick Noël et Aurélien Dunant-Palaz et par Blandine Lirondelle devant Manon Campano et la Québécoise Anne Champagne. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous recommande vivement de faire marche arrière car nous avons réuni au micro en même temps le top 3 masculin et le top 3 féminin et c'était évidemment un super moment. Je vous conseille aussi l'émission d'avant-course pour avoir une vision globale sur ce 100 miles légendaire sur l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Et si vous voulez retrouver les principaux faits de course et les résultats, je vous renvoie à notre grand reportage sur les réseaux sociaux, au Récap des Plus sur Instagram, au Récap des Plus audio sur le canal de la bande à des Plus ou à notre newsletter gratuite Extra des Plus dans laquelle on revient sur les faits majeurs de la 33e édition, mais aussi sur l'histoire incroyable d'Alexandre Béraud qui a été renversé par une voiture quelques jours avant la course, mais qui l'a terminé avec sa grande sœur. Je vous remets en contexte, nous sommes samedi en milieu d'après-midi, la Diagonale des Fous est encore en cours pour la plupart des raiders qui ont quitté Saint-Pierre jeudi soir à 22h. Nous sommes installés sur les gradins du stade de Saint-Denis. Les premiers sont arrivés vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai réuni au micro deux finisseurs, Ludovic Pommeret et sa fille de 21 ans, Léa, qui l'a assisté avec sa maman, et Anthony Costa. Le premier a fini sa 8e diag en 4e position après avoir gagné la Hard Rock 100 et signé une 6e place à l'UTMB. Le second sautait dans le grand bain du 100 miles et il n'a pas été déçu du voyage, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas vraiment eu le temps de se reposer entre son arrivée et l'enregistrement de l'émission. Nous sommes aussi avec l'un des préparateurs mentaux les plus prisés dans le monde du trail, Éric Lacroix, qui a notamment travaillé avec la vainqueur Blandine Lirondelle avant le Grand Raid, et avec un ami de Distance Plus, William Walker, le cofondateur de NAC, NAC qui est devenu le partenaire nutrition de l'événement. Au programme également de cette deuxième partie de l'émission, la rubrique Esprit Wise. Je vous dirai pourquoi la Diag est une aventure à vivre au moins une fois dans sa vie, du moins quand on aime l'ultra. Car oui, la Diagonale des Fous est plus qu'une simple course. C'est en tout cas ce que racontent toutes celles et ceux qui ont survécu à ce périple de quasiment 180 km et 11 000 mètres de dénivelé positif. J'espère que vous appréciez être ainsi baigné dans l'ambiance du Grand Raid grâce à la couverture de l'événement par Distance Plus et la bande à des Plus. Nous sommes par ailleurs en train de vous préparer un épisode 100% consacré à des trailers amateurs qui ont préparé la Diagonale des Fous avec l'application d'entraînement Run Motion Coach et qui ont tous passé la ligne d'arrivée. Un dernier bavardage justement pour vous partager deux promos exceptionnels dans le cadre de notre partenariat sur le Grand Raid avec Run Motion Coach et avec NAC. Durant tout le mois d'octobre, vous avez 15% de réduction sur tous les abonnements à l'application d'entraînement personnalisée Run Motion Coach avec le code D+, DPLUS en lettres capitales. Et vous avez 20% de réduction sur toutes vos commandes sur le site web de NAC avec le code LBAD+. J'ajoute que vous bénéficiez toujours de 10 € de rabais à l'achat d'un casque sportif sur le site web de Shox avec le code LBAD+. Allez, bonne émission, c'est parti. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret. Moi, j'aime bien enregistrer les épisodes de la bande à des plus sur le terrain, dans des lieux un peu insolites. Là, on est sur les gradins historiques. Éric Lacroix qui est avec nous. Bonjour Éric, tu étais dans l'épisode d'avant-course. Toi qui connais bien les lieux ici, ces gradins-là, ils sont historiques. Pourquoi ? On est les gradins du stade de la Redoute, évidemment. C'est un stade hippique à la base, la Redoute. C'est-à-dire, il faisait des courses de chevaux. C'est pour ça que même dans le jargon, par exemple à Maurice, on dit galoper quand on court. Donc en fait, voilà, c'était un terrain hippique et les gens venaient pour voir des courses de chevaux. Donc c'est historique par rapport à ça surtout. Bon, on commence avec de la culture générale, c'est parfait. Émission encore très chill en bon français, on ne se prend pas la tête, on est en épisode d'après-course. On va aller chercher les histoires, par exemple l'histoire d'Anthony Costa. Salut Anthony. Salut Nico, bonjour à tous. Tu as couru ton premier 100 miles hier, tu es arrivé ce matin d'ailleurs. Oui. Merci infiniment d'être là. Tu es fracassé, on est d'accord ? Absolument. Tu vas nous raconter pourquoi tu es fracassé. Un jeune gamin de l'Ultra Trail qui lui est en pleine forme. Salut Ludo, Pommeret.
Salut Nico. Pleine forme, c'est bien. Ouais. Musculairement, ça va pas mal, mais les tendons sont un peu dans le mal. Mais ouais, bon. alors je suis vraiment salaud parce que je disais qu'on est sur des gradins, mais en plus on s'est mis tout en haut. Ouais. Donc je vous ai fait monter. C'est pas très sympa de ma part. C'était le test d'après-course pour. Bon, en tout cas, huitième diagonale qui se termine bien en 4e position. Et puis comme on l'écrivait sur Distance Plus, finalement, l'anniversaire des 50 ans est quand même réussi puisque tu avais, pour célébrer tes 50 ans, tu as fait la Hard Rock, l'UTMB, la Diagonale, vainqueur à la Hard Rock, 6e à l'UTMB, 4e à la Diagonale des Fous. Est-ce que tu es content de ton anniversaire ? Assez content des cadeaux que j'ai reçus, ouais, ça va. On va en parler évidemment, la 4e position. Comme bien souvent te concernant, c'est le résultat d'une douce remontada dans ce chantier qu'est la Diagonale des Fous. On est également avec William Walker, notre camarade de NAC. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit bravo, tu l'as bien prononcé. Salut Nico, salut à tous. On était la dernière fois qu'on t'a eu dans l'émission, c'était en post-hard rock. Et la question que je t'avais posée, c'était... comme tu découvrais cet événement, qu'est-ce que tu as ressenti à le vivre aux côtés des athlètes, etc. Je vais te poser la même question dans quelques instants puisque c'était aussi ta première diagonale et je pense ta première fois sur l'île de la Réunion. Ouais, c'était ma première fois sur l'île de la Réunion, ce qui était la grosse différence avec la Hard Rock où j'étais déjà allé dans le Colorado, j'avais déjà découvert un petit peu en avance en fait cet endroit, cet état, cette culture. Là, j'ai découvert complètement l'île de la Réunion et je te dirais que je suis tombé amoureux quoi. J'ai découvert une culture de dingue, une âme dans cette île. C'était juste incroyable. Une terre de trail. Je pense qu'il y a plus d'habitants qui pratiquent le trail au mètre carré que même en France ou dans plein d'autres endroits. Donc non, il y a une vraie ferveur, je trouve, de la population ici pour cette course mythique qu'est la Diagonale quoi. Trop cool. Et puis on a une invitée, Léa Pommeret. Salut Léa. C'est ça, t'as bien prononcé aussi mon nom de famille, c'est tout bon. Je le prononce souvent, je suis habitué un peu. Salut Léa, alors c'est ton tout premier micro, si j'ai bien compris. Et oui, c'est ça. Et j'ai eu envie de t'inviter parce que, on a parlé de toi dans l'épisode d'avant-course, tu suis de plus en plus tes parents qui t'ont permis de voyager, la course à pied t'a permis de voyager. Tu es devenue coureuse aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu es coureuse avec des ambitions de haut niveau. D'ailleurs, tu vas nous le dire. Est-ce que tu as envie de... C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé avec le trail et finalement, je voyageais pour suivre, mais je courais pas avant finalement. Et je m'y suis mis... je sais pas trop quand je peux te dire je m'y suis mis sérieusement, mais en tout cas cet été, ça a vraiment commencé à devenir quelque chose... où je prenais vraiment du plaisir et que je faisais plus pour moi que pour être avec mon père. Et j'ai commencé à faire quelques trails. Après, c'est sûr que c'est toujours un grand plaisir de partager ça avec lui. Et puis, au fil du temps, je pense de plus en plus à faire cette diagonale avec lui un jour. Donc oui, j'espère avoir des objectifs. Donc tu vas faire Ludo, tu vas faire avec toute la famille des diagonales comme ça. Ouais. Enfin, elle s'est mise sérieusement, mais bon, ça fait 3 semaines, donc c'est encore un peu frais, quoi. Bon, on peut dire que j'ai envie de m'y mettre sérieusement, en tout cas. Et ça va se poursuivre en tout cas avec le trail de Rodrigue dans 3 semaines maintenant. Ça va, tu choisis pas mal tes premiers trails. Ça va, ils sont pires quand même. On a d'ailleurs l'initiateur, l'organisateur, je sais pas si, non, c'était plus l'organisateur, Eric, mais c'est toi qui l'as créé. Non, c'est Rodrigue maintenant qui organise son trail, mais effectivement, on est venu les aider en 2010. Il y avait à peu près une 50aine de coureurs à l'époque, on donnait les dossards dans les hôtels. Et puis depuis, je crois qu'il y a 1300 coureurs cette année, puis on a toujours voulu inviter des athlètes de renom pour montrer que pas grand monde sait où est l'île Rodrigue. C'est à 1h30 d'ici en avion et c'est un petit caillou, un petit caillou qui fait une 30aine de kilomètres de longueur et je crois une 15aine de largeur quoi. C'est pas beaucoup. Et donc Léa, tu vas courir quelle distance? Je vais faire le 52 km. Ah ouais. Donc tu cours depuis 3 semaines, mais tu vas tout de suite fort, quoi. Ouais, on va voir. Hein. Et donc sur cette diagonale, comme souvent, tu suis papa, mais là je pense que tu as suivi plus encore, c'est-à-dire qu'il y avait un projet de communication à travers ça. C'est surtout que, en fait, du coup, j'avais jamais trop parcouru les sentiers de cette course, donc je me rendais pas compte. Et
Et en fait, là, j'ai pas fait tout encore, mais c'est vrai, je me suis... Enfin, j'ai sous-estimé un peu cette course, je pense, en connaissant pas ces sentiers. Et en fait, quand on a fait la première sortie avec mon père, j'en suis pas rentrée traumatisée, mais je me suis dit, ah oui, ok, c'est ça, en fait, les sentiers. Et du coup, j'ai voulu me rendre plus compte de ce qui pourrait m'attendre si je me lance dans cette course. Et c'est vrai que c'est un peu effrayant. Donc tu l'as suivi, mais plus par intérêt de le voir tout au long de voir au maximum de ce que tu pouvais les sentiers, et t'en as profité pour raconter sa course, c'est ça ? C'est ça. Entre guillemets, c'est ça. Et on peut retrouver, j'imagine, tout ce que le contenu que tu as produit pendant hier sur les réseaux de papa. Ouais, c'est ça. J'ai tout mis sur sa page. Enfin, j'ai essayé de faire ça au mieux. Après, j'ai fait beaucoup de repartages finalement, parce qu'en fait, ravitailler et faire un contenu vidéo, c'est compliqué. C'est pas facile, hein. Les gens ils se rendent pas compte là, mais c'est pas facile du tout. En fait, c'est pas si facile, mais du coup, heureusement qu'il y avait un peu tous les médias, dont NAC qui a beaucoup participé à ça et Compressport aussi beaucoup. Donc heureusement qu'ils étaient là pour faire du contenu pour nous finalement. Et tu as filmé les 10 dernières minutes de la course de ton père. Alors, petite anecdote, j'ai quand même failli le louper. J'étais sur le live pour regarder quand il arrivait à la vigie. Sauf que il a dû avoir un bug de l'application, il a jamais borné, en tout cas, il a borné que bien après qu'il soit arrivé. Et du coup, j'attendais, puis je voyais qu'il bornait jamais. Et d'un seul coup, t'as entendu poum, 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 poum. J'étais sur mon téléphone fixé à réactualiser la page toutes les 2 secondes. Et là, j'entends mon père qui passe avec quelqu'un qui l'interviewait et qui me dit Léa, je suis là. Et là, je me dis, oh putain, comment c'est possible ? Je t'ai pas vu arriver. Et du coup, j'ai lancé le live vraiment en dernière seconde et donc j'ai filmé en live pour la communauté parce que finalement ils le suivent de A à Z, donc ils avaient le droit de vivre aussi ce moment avec nous et donc voilà, j'ai lancé le live pour les 10 dernières minutes de l'arrivée. Et c'est très cool parce que on va commencer par la fin. Tiens, Ludo, tu as la fin de course, je parle toujours de remontada, mais la fin de course a été épique parce que tu as commencé à te dire je veux absolument faire un top 5. Il y a un mec qui est en train de me coller au cul et qui pourrait m'en priver. Donc tu as mis voilà, je vais te laisser trouver le bon verbe. Alors non, c'est pas très juste, c'est on m'a mis. C'est plus la famille, l'assistance qui m'ont mis la pression pour me dire c'est pas ce que tu m'as raconté faut avant. Rester dans le top 5 quoi. On lui a pas laissé le choix. Non, mais ils vont vraiment pousser pour dire et aussi mon coach en fait pour me dire faut essayer de garder ce top 5. Donc à partir de possession, ça a poussé un petit peu. J'ai pas réussi à faire l'écart du coup pourtant je pense qu'on a fait une bonne section quoi, parce que 1 heure sur possession grande chaloupe, vu le terrain c'est déjà pas mal en course. Mais en fait même avant, parce que on parle là de à la Fabrice possession. Payette, le réunionnais et à horaire, je me souviens d'horaire. Vous étiez à... on a fait souvent un bon parti de course ensemble, parce que Sillaos on était ensemble. Donc horaire, toute la montée, il est orangé, on est vraiment ensemble quoi. Ça a creusé un petit peu en fait dans le Maïdo quoi, dans la montée du Maïdo. Et voilà, il y avait un petit écart, mais c'est vrai qu'après il est revenu fort aussi quoi. Dans la partie Ratino-Cala, je pense que c'est leur terrain favori quoi. Puis là ils ont bouché, il a bouché beaucoup d'écart. Juste en fait dans la partie Cala quoi. Le plus beau, le plus bel endroit du parcours. Anthony va nous en parler. C'est un peu impressionnant parce que je dis pas que j'avais les meilleures jambes pour faire des bonnes descentes, mais là il a dû boucher pratiquement une dizaine de minutes en fait sur il y a moins de 10 km quoi. Donc ça veut dire que je prenais plus d'1 minute par kilomètre sur ce chemin quoi. Donc là tu t'es dit je risque de sortir du top 5. Ouais, c'est surtout eux qui m'ont dit tu risques. Ouais. Donc allez, c'est Ravito Express et puis bouge-toi le cul. Et ce qui est drôle, c'est que non seulement tu as préservé ton top 5, mais tu es allé chercher le mec qui était 4ème pour venir mourir 4ème sur la ligne. En fait avec Jérôme peu toute la journée c'était mon objectif en fait de revenir dessus, mais j'ai jamais réussi à boucher les écarts. Et là le fait d'essayer de maintenir cette 5ème place et de contenir Fabrice, du final ça m'a fait revenir sur Jérôme et il n'y avait plus qu'une 40 à Grande Chaloupe, donc c'était aussi motivant. Et puis il y a Ludo Collet qui nous a rejoint. Mon Ludo, on m'a dit juste avant l'enregistrement, il peut pas venir. Ludo, il est à l'animation parce que je pense qu'il y avait un animateur qui manquait. Bref. Non mais là j'ai juste 10 minutes. Je voulais juste vous faire un gros coucou. Alors vous savez que j'aime la bande AD+. Là il y a que les poteaux. Je vous sens bien calme, mais bon c'est normal forcément après ce qui s'est passé avec mon Ludo.
Et hier, j'avais une grosse journée. Vendredi, j'ai commencé à 15h. Je devais finir à 7h ce matin. J'ai essayé d'aller jusqu'à 8h. Et ça tombe bien. Merci, mon Nico. Il est juste à côté de moi. Je voulais lui faire un énorme bisou. Ça s'est joué. J'ai attendu presque jusqu'à 8h. Mais après, il fallait que j'aille dormir, mon Anthony. Tu as eu une superbe saison. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est ce qu'on aime dans ce sport. C'était un jour avec, puisqu'il a passé la ligne quand même. Il a passé la ligne, mais pas dans les tempos, pas dans la place où il devait être, pas dans les temps où il devait être. Donc, tu les connais. Tu les pratiques depuis quelques années, tous ces coureurs. Quand tu es élite et que tu t'entraînes dur et que tu veux te fixer un objectif temps, un objectif place, c'est compliqué parce que des fois, en faisant un meilleur temps, tu es classé plus loin. Mais souvent, un objectif temps et que tu ne le réalises pas, que tu fais l'effort. Après sa magnifique thèse, maintenant qu'il est docteur. Et là, il lui écrase les ischios. Ouais, je lui écrase les cuisses. Mais voilà. Juste te dire que je t'aime et continue comme ça, t'es énorme. Voilà. Bah, je t'aime aussi, mon Ludo. Après, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont pas passés dans les temps, qui pensaient les passer. Hein. Peut-être à part Baptiste et sûrement aussi Yannick. Je pense que beaucoup, moi le premier en fait, ont été un peu surpris et puis on fait beaucoup plus long que ce qui était prévu, quoi. En tout cas, moi les copains, pour ceux qui ont fait la course, je suis assez curieux d'avoir votre kilométrage exact sur vos montres. Les gars, ça m'intéresse vraiment parce que cette nuit, il n'y en a pas un qui m'a donné la même chose. Alors, il n'y a pas loin de 180. Moi, j'ai 179, mais j'ai 11 100 de dénivelé. Wow. Et toi, Anto? Alors, je ne saurais le dire parce que ma montre s'est éteinte avant là. J'ai été trop lent, visiblement, et voilà. Donc, ma montre ne m'a pas autorisé. Mais j'étais un petit peu plus, probablement à 180, 182, ouais. Ok. Parce que j'ai un coureur là qui m'a montré sur sa montre 188. Je me suis dit, t'étais pas sur le bon parcours. T'étais pas sur le bon parcours, c'est pas possible. Il me dit, si, je te jure, mais non, je crois pas. Anto, t'as dû être. J'imagine une petite frustration parce que t'es un mec de data, t'aimes bien tout éplucher, donc de pas tout avoir, ça va peut-être être un peu décevant pour toi là. Oui, pour l'instant, je suis encore en attente de récupérer le fichier intermédiaire avant que la montre crache, donc voilà, l'affaire est en cours et voilà. Ludo, avant que tu partes, je voudrais savoir comment tu as vécu cette... tu tends l'oreille parce qu'il y a en fait, on est dans l'ambiance du stade de la Redoute et c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte, mais on s'entend pas forcément très bien. On s'entend pas beaucoup parce qu'effectivement, d'un côté, il y a la ligne d'arrivée avec les DJ. Sur la grande scène, il y a toujours ou un groupe de musique ou des groupes de danse. Donc là, forcément, c'est plein tube pour motiver tout le monde. Là, je l'ai vécu, mais d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. Tu sais, j'ai coutume de dire, les coureurs... écrivent l'histoire et nous la racontons. Mais là, c'est une encyclopédie. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses devant, juste devant. Ouais, mais même devant, milieu, pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que même juste devant, il y a énormément d'histoires à raconter. Alors derrière, on n'en parle pas. Baptiste a quand même un peu tué le match un peu trop tôt. Ouais, c'est la déception d'avoir pas eu trop de suspense. Il a fait une masterclass et comme souvent, comme Mathieu l'année dernière, quand ça part encore que Tchoumi avait accroché. Bon, Yannick Noël a été exceptionnel, mais on sentait bien quand on regardait les images que Baptiste était plus facile, plus souple, plus aérien. Et voilà. Et puis les filles. J'en ai accueilli 3 ce matin et Blandine vers 1h du matin, un petit peu plus. Non, il y a eu beaucoup d'énergie positive. C'était fort à vivre. Et c'est pas fini pour moi puisque on le répète assez souvent dans la bande AD+, c'est moins d'1% les élites et on kiffe. Mais là, on a tous ceux qui écrivent l'histoire de ce sport. 66 heures à barrière horaire. Et là, je vais y retourner pour accueillir des gens qui sont heureux d'être finishers, d'avoir survécu. Ouais, non, là, pour moi, c'est un beau cadeau cette 33e. Je suis plein bourrin, là, plein taquet. Bah, en tout cas, ça se voit, c'est cool. Merci d'être passé nous faire un petit coup. Tu peux rester, bien sûr, hein, mais. Non, je vais y retourner pour remplacer les collègues. J'ai un collègue qui est resté un petit peu plus longtemps pour me laisser dormir un peu plus longtemps et pour pouvoir vous faire un petit coucou. Donc, je vais le respecter aussi. Il a commencé tôt ce matin. On l'apprécie évidemment. Et puis, je vais repasser la parole je vous embrasse très fort. À Anto. Et Ludo, je t'aime à vie. Toutes ces déclarations d'amour. C'est pour Will. Anthony, toi, alors Ludo disait parfois on part avec des grandes ambitions, des temps, enfin peu importe. Toi, avant de parler de ta course, tu partais avec quelle ambition? C'était quoi ton ambition personnelle? Comment tu l'as visualisé, cette diagonale qui était ton premier 100 miles, donc un sacré défi à la base? Comme on l'avait dit avant course, c'était vraiment un objectif de découverte et de se confronter au monument avec un peu
Ouais, un pari un peu fou, un pari un peu osé pour un premier 100 miles, aller sur une diag sans reconnaissance particulière. Donc voilà, d'y aller un peu avec un petit peu d'ambition aussi, forcément. Et voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais c'est avant tout une découverte. Ouais. Quels ont été les moments phares de ta course ? Est-ce que tu as eu le fameux état de flow sur cette course ? Et est-ce que tu as eu le fameux mur du Maïdo, le mur de la course qui te fracasse, pour reprendre le mot que j'employais tout à l'heure ? Alors tout à fait, le début de course a été absolument magique, je dirais même le lever de soleil au Coteau qui était... les Coteaux Kervegen. Ouais, qui était un des plus beaux moments que j'ai pu vivre en course, où l'ambiance était juste suspendue et magique. Et on est en haut du volcan à ce moment-là. Ouais. Hein. Et c'est des images que j'ai en tête et qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Je me sentais extrêmement bien à ce moment-là jusqu'à Sillaos, avec des allures qui m'allaient bien, avec une certaine prudence. Et puis c'est après Sillaos, en attaquant après sur le tie beat, où là la chaleur m'a assommé malgré toutes les stratégies d'anticipation possibles, où j'ai été saisi par la chaleur, et derrière ça m'a attaqué, ça m'a détruit lentement, on va dire. Ouais, parce que tu es finalement rentré en ébullition personnelle dans Mafate, là où c'est le plus chaud et au cœur de la journée. Donc tu t'es pris la grosse chaleur dans le cercle de Mafate. C'est ça, avec du coup les conséquences un petit peu à court terme au niveau digestif, et puis à moyen long terme après sur le plan musculaire, où c'est vraiment ce qui m'a plombé à partir du Maïdo, avec l'impossibilité de courir le moindre pas dès la descente du Maïdo, et donc ça a été très long par la suite. Ouais. Le Maïdo, c'est vraiment un mur de près de 2000 mètres de dénivelé positif, 2 km d'ascension, avec, comme tu le disais tout à l'heure hors micro, des moments où ça redescend pour aller au plus profond avant de remonter. Eric, tu as croisé Anthony, je ne sais pas si vous vous connaissiez avant, mais... Si, on discute un petit peu ensemble. D'accord, je ne suis pas étonné. Non, on ne se connaissait pas vraiment, mais on s'est connus surtout le Maïdo, entre guillemets, avec quelques mots, quelques phrases, hein, c'est ça. Et tu l'as vu en mode zombie à ce moment-là ? Ah bah de toute façon, je pense qu'au Maïdo, il était en mode zombie comme pas mal d'athlètes hier. Notamment les athlètes élites, c'est de la Formule 1. Hein. Donc à ce niveau-là, je crois que ça bascule vite, ça peut vite basculer. Et puis tous les schémas de pensée qui arrivent en se disant « ouais, il me reste encore tout ça ». Et je crois que Jérémy, à ce moment-là, c'est ce qu'il s'est dit. Et il ne faut surtout pas se dire ça. Donc tu continues à avancer, tu essayes d'aller au bout, faut pas que tu aies de regrets, parce que là, il était presque à donner son dossard, quoi. Donc, même si on répète ces choses-là souvent, pour les gens qui nous écoutent, quand on arrive du Maïdo, on sort de ce fameux cirque de Mafate où il n'est pas possible d'aller autrement qu'en marchant ou en hélicoptère. Donc, en gros, abandonner avant dans le cercle de Mafate, ça sert à rien, et c'est impossible, parce que de toute façon, il faudra repartir avec ses pieds. Au moment où on sort du Maïdo, on a quoi ? On a une quarantaine de kilomètres dans Mafate à peu près, et c'est le premier moment depuis Sillaos où on peut se dire tout peut s'arrêter, et puis on peut être tranquille, quoi. Donc psychologiquement, il y a l'état de fatigue, surtout. Je crois qu'il faut quand même regarder le chantier qu'il y a eu avant. Il est énorme. Il ne faut pas désacraliser, attention. Hein. Faut toujours, faut pas démystifier le Grand Raid. C'est une épreuve, une des plus dures au monde. Sincèrement, avec tous les microclimats, ce qu'on a dit, et puis les façons de courir à l'intérieur, c'est hyper technique, et puis on monte à 2000 là, à ce moment-là, et si on commence à se dire il me reste ça à faire, je crois que ça commence à cogiter, que ça commence à pas être bon, et si on avait un plan en amont, on se défocalise en fait complètement. Il faut rester focalisé sur le fait de terminer déjà. Tu veux dire que tu ne conseilles pas d'avoir un plan ? Si, mais après le plan, il faut savoir s'adapter. Et c'est là où je crois qu'il y a pas mal d'athlètes des fois qui ne savent pas s'adapter. Il faut avoir plusieurs plans et éventuellement se dire aussi, est-ce que déjà l'avoir préparé en amont, si je vais pas bien là, qu'est-ce que je mets en place pour continuer ? Et parfois c'est pas fait. Souvent d'ailleurs. Toi Anto, t'avais prévu ces plans ? T'avais prévu d'être aussi dézingué en haut du Maïdo ? Non, absolument pas. Après, j'étais convaincu que rien n'allait se passer comme prévu et que j'allais avoir des galères à gérer après
des galères aussi difficiles et aussi éprouvantes, non, parce que je connaissais pas le terrain et voilà, je l'ai découvert à ce moment-là. Et juste une chose que je voulais rajouter, c'est j'ai longtemps réfléchi pendant toutes ces heures de marche sur l'abandon qui n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que abandonner au Maïdo aurait été une option tout à fait possible et raisonnable, et c'est pas être faible que décider d'abandonner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a plusieurs choix possibles. Et tous les athlètes qui décident, ou les coureurs qui décident d'abandonner à un moment donné, c'est que leur raison leur indique ça, et il faut être tout à fait, parfois c'est même courageux d'abandonner et de pas aller dans une obstination totalement déraisonnable. Et voilà, après parfois on fait le choix de continuer, et c'est vrai que moi de voir Eric, ça a été vraiment salvateur. Enfin, je pense que dans ce moment-là un petit peu où j'étais sur le fil vraiment, et dans un état de fragilité vraiment très prononcé, il a vraiment eu on a échangé quelques mots, mais ça a été des mots qui m'ont permis de me remettre, me mettre dans un nouveau plan, le plan de finir coûte que coûte, avec bien sûr certaines limites que j'aime me fixer, des limites médicales, mais là c'est de la gestion de la douleur, de la gestion de la souffrance, et ça, je savais un petit peu le faire déjà, et là je pense que j'ai appris à le faire encore un petit peu plus. Tu parles de limites, mais en même temps tu nous disais tout à l'heure que t'étais quand même... ça aurait pas été stupide non plus d'arrêter, parce qu'à un moment donné c'est peut-être tu te poussais peut-être un peu trop, quoi. Mais il aurait été tout à fait légitime d'arrêter. Enfin voilà, j'ai été sur le fil sur les 60 derniers kilomètres, et avec toujours donc après, tant qu'on reste entre guillemets uniquement sur de la gestion de la douleur musculaire, on est sur des sensations très désagréables, on est sur de l'impatience aussi, parce que le temps défile, va très lentement, on n'avance pas, et ça c'est très dur à gérer, parce que ça rebat totalement quand on a l'habitude de parcourir les kilomètres assez rapidement, et que là on se retrouve à faire du 2-3 km/h. C'est pas facile à gérer, donc à accepter. Oui. La Bande à des Plus, spéciale Diagonale des Fous, en partenariat avec NAC. Ludo, je voulais savoir comment tu étais pendant la course par rapport à d'habitude. Est-ce que tu étais plutôt bien? Est-ce que tu étais plutôt dans le dur? Je vais te dire pourquoi après. Déjà un petit retour pour les prochaines éditions de la Diag, Anthony. Ça a été une édition plutôt clémence pour la chaleur, donc que tu le saches pour les fois d'après. Donc des fois c'est beaucoup plus le four que ça, donc il y a eu des parties chaudes, mais des fois c'est bien pire, donc ta question c'était comment j'étais tout au long de la course, tes sensations départ, en fait. Non, pas le départ, plutôt des sensations pendant la course, dans le cœur de la course. Disons que sur le début de course, en fait, déjà j'ai pas trouvé ouf le changement qu'il y a du début de course. Enfin, j'ai même trouvé ça assez pourri, mais bref, je vais modérer un peu mes propos. Pourri c'est bien quand même, déjà. Non, c'est la première fois que je faisais ce début de parcours avec énormément de routes, de pistes, voilà. Donc ça changeait un peu par rapport à ce qui se faisait avant. Donc j'ai été surpris parce que j'avais pas repéré. Mais j'ai eu tout de suite un petit peu des petites douleurs au quad, et ça m'a vraiment rappelé les souffrances que j'avais eues au quad pendant l'UTMB. Et j'ai vraiment eu d'appréhension en fait pour la descente sur Selaos à retrouver un niveau de douleur tôt dans la course. Et au final, non, je l'ai pas eu, et j'ai pas eu vraiment mal en fait aux jambes de toute la course, quoi. Il y a des moments, c'était plus un manque de jus, quoi, en fait. Je sais pas, il y a des moments en fait, je me disais mais pourquoi t'arrives pas à aller plus vite, quoi. Enfin, descendre du Maïdo quand on est sur la terre battue là-haut, je me disais mais là ça doit dérouler là. Je sais pas, j'avais l'impression d'aller vite, et je regarde mon chrono, je suis à 5,06, 5,08, je dis mais c'est nul, quoi. Mais si t'as l'impression, c'est pas mal. Ouais, mais bon, ok, on a 120, 130 bornes dans les jambes, mais sur une descente facile, même après 150 bornes, ça déroule quand même, quoi. Léa, comment t'as trouvé ton père, toi, qui commence à bien le connaître quand même? Et je rappelle, c'est toi, c'est bien toi qui as couru les 16 derniers kilomètres de la Western il y a 2 ans, c'est ça? Alors c'était 10, je crois plutôt, non 12 de la Western. C'est le dernier tronçon, quoi. Mais c'est ça, j'avais couru la dernière partie avec lui. Il avait quand même réussi à me poser alors qu'il était blessé et qu'il avait couru 150 bornes. Je l'ai encore d'ailleurs dans ma fierté un peu en travers. Tu te vengeras tôt ou tard. Mais
Non, moi, sincèrement, déjà, quand il m'a annoncé qu'il voulait faire l'UTMB en plus de la Hard Rock et de la Diag, je lui ai dit, mais arrête, t'es fou, c'est juste une opportunité de rater toutes tes courses plutôt que d'en faire 2 bonnes. Et j'étais hyper sceptique là-dessus, jusqu'à qu'il m'explique les raisons du fait qu'il avait 50 ans et qu'il avait envie de marquer le coup pour cette année, pour son anniversaire. Et finalement, je suis super heureuse pour lui, parce qu'il a finalement très bien réussi ses 3 courses et son objectif. Et à cette course, du coup, j'ai appréhendé qu'il avait accumulé beaucoup de fatigue profonde de tous ces ultras. Grâce à un petit toit que tu chez toi, c'est ça, c'est pas la course, c'est le toit. C'est ta maison qui est en train de construire. Grâce à ma maison aussi, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Donc j'ai appréhendé un peu pour lui. Je pense que limite j'avais même plus peur pour lui que lui avait peur pour lui-même. Mais non, il avait l'air quand même pas serein, mais pas trop mal. En tout cas, pendant cette course, je l'ai trouvé pas dans la facilité, mais par rapport à l'UTMB où c'était vraiment difficile de le voir dans cette souffrance vraiment beaucoup plus profonde que ce qu'il a eu là. Là, c'était quand même autre chose, je pense, où il a eu quand même moins de douleur et qu'il a dû puiser énormément dans son mental, surtout pour aller chercher cette 4e place. Mais j'ai l'impression que c'était pas un même niveau de souffrance que l'UTMB et c'était quand même plus agréable à voir. Même si des fois il faisait un peu peur quand même, un peu zombie. Je lui ai dit l'arrivée, j'ai l'impression que t'étais une personne en rémission de cancer, je sais pas, je lui ai dit t'étais creusé, t'avais pas de cheveux avec ta casquette, je lui ai dit qu'il faisait un peu peur. Mais ouais. Les pensées qui passent. Mais voilà, je l'ai trouvé quand même mieux que certaines autres courses. Après, moi, je l'ai jamais connu comme ma mère, par exemple, à la Hard Rock, où en fait, à chaque fois, t'as l'impression qu'il vole dans cette course, où il est tout le temps bien, content, heureux. C'est parce que le pic de forme chez Ludo Pommeret est toujours en juillet. Où les États-Unis, ils réussissent, en tout cas. Mais moi, je l'ai jamais connu comme ça. Donc, pour des autres courses, je l'ai trouvé quand même pas trop mal physiquement. Mais c'est exactement pour ça. C'est parce qu'en fait, tout au long du parcours, j'ai eu la chance de faire beaucoup de points et aussi de te croiser beaucoup. Les gens étaient là, mais Ludo Pommeret, non mais c'est fini, faut le voir aller, il est mort, ça se voit à son visage, il a 70 ans. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont choqués quand ils te voient en course. C'est pas la première fois, mais hier, j'ai l'impression que c'était beaucoup, parce que tu changes physiquement plus tu avances dans la course, plus tu sembles vieillir. Mais à chaque fois, c'est ça aussi qui est étonnant. C'est uniquement une apparence. Il prend 20 ans d'un coup. Parce que là, tu es en face de moi, tu es arrivé il y a moins d'une journée, tu as retrouvé la même tête, le même teint, enfin, tu as même l'air frais. C'est très impressionnant, cette transformation quand tu es en course. Ouais, c'est vrai qu'à priori, en fait, je marque assez vite, en fait. Mais bon, après, je pense que ça dépend des personnes. Bah ouais. Mais après, c'est pas pour ça qu'on m'enterre tout de suite. Hein, en tout cas, il faut pas. Hein. Non, ouais. Faut lire le livre à contre-temps pour ça. Voilà. L'excellent livre de mon confrère Franck Berthaud, absolument. Non, mais moi, j'ai abordé cette course un petit peu différemment, en fait. C'est que au départ, la course, de toute façon, l'abandon, c'était pas une option. Je voulais vraiment terminer ces 3 courses. Donc voilà. Enfin, il y a toujours. Tu disais en fait, il y a toujours possibilité en fait d'abandonner. Moi, je me pose toujours les questions. Est-ce que vraiment je risque quelque chose physiquement pour abandonner? Et sinon, si c'est juste musculaire et de la souffrance, non, il n'y a pas de raison quoi. Donc. Mais a-t-on toujours la lucidité nécessaire pour juger de si on peut ou pas? Ouais, mais. Là, je sais, ça faisait longtemps dans la course que j'avais déjà mal au tendon. Je savais que j'allais me faire souffrir, mais c'est quoi le risque en fait? Bon, le risque au niveau du tendon d'Achille, c'est très rare en fait. C'est une rupture. C'est 6 mois en fait. Bon, après, tu peux gérer comme ça. Enfin, pour combien de temps t'en as? Mais voilà, 6 mois et a priori en fait, t'as pas de séquelles. Alors, à la rigueur, ça me réparerait peut-être ma tendinite chronique que j'ai depuis des années. Mais voilà, je me pose surtout la question en fait, c'est est-ce que tu risques d'avoir des trucs où peut-être ça va même t'handicaper après dans la vie de tous les jours quoi. Et si la réponse, alors en principe j'arrive à le jauger moi. Si vraiment je peux pas, je peux demander un avis médical, mais ça arrive pas souvent. Et si la réponse est non, il n'y a pas de risque. En principe, je continue quoi. Est-ce que tu as le sentiment, pardon de revenir là-dessus, mais le vieillissement naturel, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu te sens vieillir ou pas? Parce que tes performances, on l'a dit plein de fois, ont tendance à être quasiment de mieux en mieux.
toi, ce que tu ressens à l'intérieur, justement, tes tendons. Nous, on n'est pas dans tes tendons. Non, bah ouais, ça grince quand même un petit peu les matins, quoi. Donc, il faut le temps d'une petite mise en chauffe. Donc, c'est un petit peu ce qui a changé. Après, mon coach me dit, mais plus tu vieillis, plus il faut que tu te reposes, tu as des temps de récupération longs. C'est ce que j'ai pas fait cette année, donc ça marche quand même un petit peu. Tu vas pas refaire ça l'année prochaine? Non, je vais pas refaire l'année prochaine. Mais par contre, j'ai encore des courses en fin d'année, quoi. D'accord. Will, on t'a pas beaucoup entendu. Enfin, je t'ai pas beaucoup donné le micro. Vu qu'on parlait avec Ludo, Ludo est un athlète NAC, donc tu le connais bien. Vous discutez beaucoup. C'est un peu bizarre. Je le connais pas trop, moi. Il est là à côté de moi, il court, il gueule. Des fois, il est sur un vélo en plus. C'est qui ce mec à moustache qui me gueule après? Puis discuter beaucoup avec mon père, c'est quand même pas si simple finalement. Alors ça, c'est ce qu'on se disait. Il paraît que c'est un taiseux dans la vie, mais nous, regarde, quand tu l'invites au micro de la bande AD+, c'est le plus généreux. Il parle des heures, c'est génial. Mais c'est vrai, mais même moi, quand j'écoute ces podcasts, je l'entends jamais autant qu'en podcast justement. Donc c'est plaisir de les écouter. Tu sais quoi, à chaque fois que tu t'adresses à lui, non, mais tu prends un micro. C'est vrai, je devrais essayer. Bon voilà, il balance, fallait pas l'inviter, quoi. Will, la question est particulière parce qu'il est à côté de toi, mais qu'est-ce que tu penses de Ludo Pomeray? Ouh là là. Alors déjà, je l'ai trouvé très rigolo quand je l'ai vu au petit matin à Sillaos. Parce que la première chose qu'il nous dit quand il était en train de descendre, c'est qu'il n'avait pas beaucoup dormi cette nuit, sans deck. Et après, Ludo, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le suivre pas mal cette année parce qu'on était ensemble sur la Hard Rock, également à l'UTMB, puis là ça se couronne avec la Diag, donc on a passé déjà pas mal de moments sur les ravitaux, mais au final je pense que je connais plus Céline que Ludo parce que on passe plus de temps ensemble à discuter sur les ravitaux finalement que ce que je passe de temps avec Ludo. Mais écoute, c'est exceptionnel de le voir aller. Au niveau de son état, à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'il est fracassé dès le début de la course. Et à chaque fois, on se demande comment il fait pour continuer à mettre un pied devant l'autre. Et à chaque fois, ça continue, ça avance, ça gratte. Et quand on était à la possession et que Céline et Léa me disaient faut pas qu'il se fasse doubler, faut qu'il garde le top 5, c'était un des objectifs. Moi, personnellement, j'étais pas du tout inquiet parce que j'étais vraiment persuadé que Ludo allait revenir sur Jérôme, l'athlète ASICS qui était juste devant lui en fait. Et puis il pointait à peine 13 minutes je pense de Jérôme à ce moment-là, alors qu'il reste il reste encore une petite portion. Il y a 2h30, 3 heures de la possession. Ça dépend qui, mais pour lui 3 heures. Il y a 3 heures de la possession et il est quand même allé gratter les 13 minutes en fait sur Jérôme pour finalement finir devant lui. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est dingue. C'est dingue. Ouais. C'est absolument dingue. Ouais. C'est surtout en fait Nac qui m'a proposé du chocolat parce que si j'arrivais à la 4e place, donc j'attends un chocolat. Et tu me tends le micro pour ça. On avait parlé en avant l'émission de ta stratégie de nutrition qui, tu nous avais dit, était globalement la même d'ultra en ultra. Sur cette ultra, tu étais de mémoire semi-liquide et liquide, tu es resté comme ça et tout a bien été, ou tu as fait des ajustements puisque tu m'as dit aussi que tu avais le sens de l'adaptation? J'ai pas trop dû adapter, non, je suis resté assez en fait. Alors gel, c'est quoi? C'est semi-liquide? Non, c'est liquide. Ouais, semi-liquide. Semi-liquide, ok. Donc je suis resté sur gel et poudre énergétique. J'ai trouvé en fait plutôt sur la fin de course, j'étais plutôt mieux en fait avec le boost parce que c'est moins écœurant en fait, moins. Il y a pas de goût. J'aurais dû passer un petit peu plus tôt parce que des fois j'avais un peu quand même de mal à m'alimenter justement pour l'effet de sucré, et puis en plus quand il fait chaud, donc j'aurais peut-être dû. Je sais qu'Arthur avait préparé un backup en fait boost en fait qui est un peu moins écœurant. Moi j'étais resté un petit peu sur plus traditionnel et c'est vrai que dans ma fat j'aurais peut-être aimé passer sur quelque chose sur la gamme boost un peu plus tôt quoi. Will, la gamme boost a été conçue pour sortir un peu de l'ultra qui était la spécialité initiale de NAC. Plus pour les efforts courts. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que ça peut s'intégrer aussi dans une stratégie nutritionnelle pour l'ultra. En fait, la grosse différence, c'est que cette gamme boost, elle a été conçue surtout pour les efforts plus intenses
et que c'est une gamme qui est plus légère en fait, parce qu'il n'y a pas de protéines dans cette gamme-là, c'est essentiellement concentré sur des glucides et des électrolytes, et ce qui fait que quand on est dans des schémas comme ça où il y a beaucoup de chaleur, quelque chose de très sec, c'est une boisson qui est beaucoup plus légère, qui a un goût neutre aussi, qui fait que ça aide, ça change le mal de place et ça facilite vraiment l'hydratation et la nutrition tout simplement dans ce genre de conditions. Donc en fait c'est plus un outil additionnel qu'on peut utiliser même en ultra, et on le voit, au fait, tous nos athlètes aujourd'hui utilisent les deux gammes dans leur stratégie de course et leur permettent justement de s'adapter à ce niveau-là, quoi. Anto, toi, je crois pas que tu sois un athlète NAC, toi t'aimes bien diversifier plein de trucs. C'est quoi ta stratégie de nutrition sur la Diag? Est-ce qu'elle a fonctionné? Et c'est quoi qui fonctionne pour toi? Là, on parle pas de marque, on parle d'une manière générale. J'étais parti sur boisson d'effort et gel initialement, et puis après quand les choses ont commencé à se compliquer, en fait j'ai tout arrêté? Non du tout, mais j'ai eu envie de choses au final très simples que sont les petits sandwichs préparés par les bénévoles qui m'ont fait énormément de bien. Tu as pensé, Will, à faire des sandwichs? Non mais on nous le demande souvent. Non mais parce que en pensant à, par exemple, Marianne qui mange souvent des sandwichs, ça pourrait être en tout cas, pardon. Mais par la force des choses, avec l'allure qui diminuait, je suis retourné au bon vieux tuc, au bon vieux saucisson, et en fait ça me faisait un bien au moral dingue. Et juste d'avoir le petit bout de pain avec le petit bout de jambon sec, mais ça, que ça soit à La Possession, que ça soit à Île et Savannah, ça m'a fait un bien fou. Je voulais plus voir les gels en fait. C'est important, on nourrit le corps mais on nourrit l'esprit aussi. Il faut que l'alimentation soit un réconfort à un certain moment. Ça peut pas toujours être un supplice de devoir s'alimenter pour. Ce qui est important, c'est de donner les calories au corps pour pouvoir continuer d'avancer, quoi. Mais stratégiquement, en tant que marque, est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez justement de pas juste faire des. Alors, vous faites pas que des gels, bien sûr, mais c'est pour le principe d'essayer de développer au point de développer même plus loin que la simple nutrition sportive. On travaille sur ces choses-là. Après, il faut que ça reste aligné avec la mission de l'entreprise. Puis c'est sûr qu'on fera jamais des sandwichs ou des choses qu'on peut retrouver finalement dans les pour la rigolade, quoi. Mais ou pour des choses spéciales, pour des aventures ou on peut. Mais de manière générale, il y a quelque chose à travailler autour de ça. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent des produits salés, ce genre de choses. On sait qu'il y a une demande, on ne sait pas encore exactement comment le faire en fait, et comment bien servir les gens à ce niveau-là et créer quelque chose qui n'existe pas déjà. Donc on se creuse la tête là-dessus, mais de manière générale, il y a déjà plein d'options dans le commerce aujourd'hui qu'on peut utiliser pour changer le mal de place et trouver des choses qu'on mange bien et qu'on assimile bien, quoi. Eric, on avait parlé avec et d'Arthur Joyeux-Bouillon, qui est un autre athlète NAC sur la diagonale. Personnellement, c'était mon favori. J'avais un espèce de feeling qu'il allait gagner cette diag. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, et ça n'a rien à voir avec la nutrition pour le coup. Qu'est-ce qui s'est passé pour Arthur? On n'a pas trop compris au début, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes de vision dès le premier ravitaillement, et après à partir du 40-50e il avait comme s'il y avait des symptômes un peu comme on dit, un peu bourré, quoi, tu vois. Et il n'arrivait plus à vraiment il était en voir, hypotension, quelque chose comme ça. Et en fait, quand on l'a pris au Maïdo, il avait 35,5 de température corporelle, ce qui était très bas. Donc heureusement qu'on l'a amené au niveau médical. Et les symptômes qui nous ont dérangés quelque part et qui nous ont alertés, c'est le fait qu'il ne nous reconnaissait pas. Il ne vous reconnaissait pas? Non. C'est-à-dire que c'est comme groggy ou drogué, complètement dans un état... Donc là, aujourd'hui, ça va mieux, je vous rassure, mais après, il faut qu'il aille quand même faire des examens, parce que on en parlait avec Anthony tout à l'heure, parce qu'il peut y avoir des choses particulières par rapport à la vision, mais comme ça se passe très tôt, c'est quand même assez particulier, donc il faut quand même explorer. Après, il va avoir un gros travail mental à faire derrière, mais bon, c'est pas insurmontable, c'est un challenge. On sait que on peut préparer énormément de choses pendant un mois et puis que ça se passe pas comme on veut. On l'avait déjà évoqué. C'est un coup dur, mais ces coups durs-là, parfois, moi je dis que c'est pas mal. Ça permet après de reconstruire des choses derrière encore plus fort.
ce qu'on appelle la robustesse, pas forcément la résilience, mais la robustesse. Et ça va lui donner peut-être un petit peu plus de hargne et à réfléchir sur certains points qui n'étaient pas encore, à mon sens, travaillés. Toi, comme préparateur mental, forcément, tu as de la réflexion sur la planche, j'imagine, avec un... Non, parce que c'est plus médical, c'est ça, mais... Oui, il y a ce point de vue médical et puis après, il y a peut-être à travailler plus en profondeur sur certains points qui n'ont pas été suffisamment travaillés. C'est-à-dire que moi, j'écoute ce que nous dit Ludo, ce que disent ceux, Baptiste. J'ai vu Baptiste dans un autre état. Baptiste Chassaing. J'ai bien senti Baptiste avant. Et je ne vais pas dire qu'il y avait une intuition ou des signaux faibles, mais il y avait des petites choses qui m'échappaient peut-être à un moment donné. Et, des fois, quand tout va trop bien, c'est pas forcément bien. Voilà, quand tout va trop bien et qu'on pense qu'on est déjà arrivé, il faut laisser un petit peu de créer du manque, créer certaines choses. Ludo, tu mentionnais, en fait, on s'est préparé. Tu prépares les athlètes à l'échec, en fait, parce que justement, quand tu te focalises comme ça sur une course, moi, je l'ai vécu par le passé, en fait, en me focalisant trop sur une course, que je fais plus trop maintenant, et c'est vraiment dur mentalement. Et là, tu disais, on s'est préparé aussi à ça. Oui, il faut se préparer à l'échec parce qu'il faut se dire qu'à un moment donné, quand on s'inscrit à ce genre de course, on n'est pas sûr d'y arriver. Il faut déjà avoir des scénarios un petit peu catastrophiques, c'est-à-dire, on l'avait vu par exemple avec Mathieu, tu vois, Mathieu Blanchard, qui à l'UTMB, qui vit un fort échec. Après, il se relance, il gagne le Grand Raid. Mais avant la Yukon, par exemple, on avait évoqué le fait qu'il pouvait se retrouver dans une situation très dangereuse pour lui et sa santé, par exemple. Se faire couper. On a parlé même de vie et de mort à un moment donné. Je ne veux pas plomber, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est en danger ou qu'on peut se faire couper les doigts, faut y penser. Qu'est-ce que je peux faire ? J'arrête, quoi. Et il faut déjà annoncer ce scénario-là. Et sur le Grand Raid, tu es quand même obligé d'en parler un peu à un moment donné. Tu sais qu'à un moment donné, si c'est un problème de santé, il faut s'arrêter. Si vraiment c'est l'intégrité physique. Après, on l'a vu avec Anthony, la souffrance, c'est l'interprétation de la douleur. Et toi, tu as certainement, comme on dit, une pain cave, comme l'aurait dit Courtney, qui est assez élevée. Et il y a des personnes, c'est individuel, qui n'ont pas forcément des échelles de douleur assez ancrées, très très profondes, et qui vont à une échelle de 6-7 sur 10 déjà en douleur, ils vont se dire « j'arrête » quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent vraiment monter très fort. Mais le côté de l'échec, je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'il faut quand même accepter. Oui, c'est difficile d'avoir envie d'échouer, mais quand l'échec vient, il faut l'accueillir en gros. Si on ne l'accepte pas, on vit plein d'échecs. Et des échecs, ça peut être aussi des places à un moment donné ou des choses qu'on n'a pas voulu faire, un chrono. Ou, voilà, ça peut être considéré comme un échec. L'abandon est un échec, il faut le dire. À un moment donné, ce n'est pas un problème. On va retravailler ça. Oui, c'est ça. L'échec n'est pas grave, n'est pas un problème. On peut regarder les choses en face et dire c'est un échec, mais pas forcément faire tout un pataquès. De toute façon, c'est passé. Maintenant, il faut accepter. Donc, si on commence à ruminer, il faut maintenant trouver des solutions pour rebondir, retrouver la robustesse et se dire qu'est-ce que je peux faire derrière. Alors là, on sait très bien que tout ne se passe pas forcément à merveille. Pour revenir sur Arthur, Ludo, vous connaissez bien. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de courir un petit peu aussi sur l'île depuis que tu étais arrivé. Comment tu le trouvais avant la course ? Est-ce que ça t'a surpris que finalement il ne soit pas dans le pack de devant j'allais dire hier, avant-hier, je ne sais plus, j'avais plus vraiment la notion de temps, mais au début de la diagonale ? Non, Arthur, c'est sûr, il est arrivé, à mon avis, il était prêt sur cette course. On a fait des sorties ensemble, on a fait des recos ensemble. Je le sentais bien. Après, dès le début de course, au final, on arrive pas loin à Domaine Vidotte et on repart ensemble en fait à Domaine Vidotte. Et du coup, on a pu discuter un petit peu. Je pensais même que sur cette autre partie de parcours, en fait, qu'on allait rester ensemble. Après il a décroché progressivement quoi. Voilà. Et ça m'a un petit peu surpris quoi, parce que c'est vrai que il avait des ambitions. Il avait des ambitions d'un côté et d'un autre côté en fait, il voulait arriver frais en fait dans Mafate. Et même un peu avant, à Sillaos en fait. Il y a juste quelque chose en fait dans sa préparation que moi je trouvais pas évident à se dire, la gestion qu'il avait un peu choisie
dire d'arriver frais en fait au tie beat par exemple. Quand on a fait une sortie ensemble, il a essayé de monter le tie beat, enfin il n'a pas essayé, il a monté le tie beat tempo. Il s'est dit voilà, si je suis bien là, je peux gagner du temps ici, mais même après 80 bornes de course, on va pas monter le tie beat tempo quoi. Tempo. Donc pour moi c'était pas forcément en fait une stratégie de se dire je vais vraiment accélérer après. C'est très rare où tu accélères. Voilà, ça m'est arrivé sur les petits derniers de course, mais enfin les derniers kilomètres de course, mais voilà, parce qu'il y a des effets de course, de la pression. Mais ce que je dis en fait, c'est qu'on accélère rarement sur une course. On ralentit moins. C'est surtout ça, on essaie de moins ralentir. Mais voilà, c'est pour ça que la gestion de début de course, en fait, je pense pas qu'elle sert à accélérer en fin de course. Elle sert à moins ralentir surtout quoi. Anthony, je reviens sur Arthur en tant que tel, ce qui lui est arrivé, là ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors je sais que t'aimes pas ça, parler des cas médicaux, et je suis en train de me dire, il va pas vouloir répondre, et je te mets dans la situation que tu détestes, mais on oublie que c'est Arthur le choix. Okay, le choix qui a été fait, parce qu'en fait lui, il nous en avait parlé d'ailleurs, il avait un why qui était fort et qui n'était pas nécessairement le sien. Il avait envie de faire cette course aussi pour son fils nouveau-né. Enfin, qui est pas nouveau-né, il a 5 mois. Et quand je l'ai croisé sur le parcours, très rapidement, clairement, il n'était pas dans un bon jour. Et rapidement, il m'a dit, de toute façon, je l'ai dit, je vais au bout, je l'ai promis à mon fils. Et c'est sa conjointe, Justine, qui lui a dit, stop. C'est pas possible, même si tu t'es engagé à ça, tu n'es pas en état. Ça, c'est le genre de situation, là on parle pas du médical, c'est le genre de situation qui est plutôt une bonne décision. Oui, et je tiens à dire que souvent les proches sont d'une grande aide pour ne pas tomber dans... Il y a un terme qu'on aime bien en médecine, c'est l'obstination déraisonnable. Et je pense que ça s'applique bien. Des fois, moi j'ai eu cette expérience-là avec mon père sur un Lavaredo qui s'était mal passé, et c'est entre autres grâce à lui... Voilà, qui m'a dit stop, là t'es en train de te détruire à petit feu en fait, et ce que tu fais c'est de la bêtise, et de t'obstiner à ne vouloir absolument pas abandonner, c'est de la bêtise, c'est pas être courageux, et souvent les proches sont d'une grande aide, et voilà, et il y a des voilà, faut pas oublier que notre sport, l'ultra trail, c'est pas un sport comme les autres, enfin on induit un stress, enfin des stress sur l'organisme qui sont sans commune mesure, enfin en tout cas très spécifique et de très haute intensité par rapport à d'autres sports, et on peut induire certaines pathologies qui sont rares mais qui peuvent être graves, et voilà, et des fois l'abandon s'impose et il n'y a pas de discussion possible. Ouais. Autre athlète, Will, je te redonne la parole parce que c'est une athlète NAC aussi, et c'est une membre de la bande, Marianne Hogan, qui a fait une magnifique course avec du moins la première partie avec Blandine Lirondelle. Les membres de la bande étaient pas mal hier. Blandine a gagné magistralement. Par contre, pour Marianne, il y a un moment donné, malheureusement, ça a été une nouvelle blessure. C'était à horaire, elle était la pauvre en pleurs, en se plaignant de son mollet, et puis elle est allée au bout, comme je le disais tout à l'heure. De toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix, et un peu après le Maïdo, c'était plus possible. Alors on ne sait pas non plus le diagnostic, mais clairement elle n'était plus en capacité de marcher. Comment on vit ça dans son entourage? Comment on vit ça quand on suit ces athlètes, quand on est là pour les encourager, que d'un côté on a un Ludo Pomeray qui est encore lumineux, de l'autre la tristesse d'avoir Arthur ou Marianne pour qui ça se passe pas bien. Toi, je sais que c'est quelque chose, tu prends les choses à cœur de ce point de vue-là, au-delà d'être la marque qui les soutient, quoi. Pour nous, c'est toujours un petit peu particulier, parce que c'est vrai que quand on prend le départ d'une course comme ça, où on avait pour le coup 5 athlètes au départ, les histoires commencent à s'écrire, et il y a des histoires qui tournent bien, d'autres qui sont plus compliquées. Nous, on essaye d'être là en fait pour booster les athlètes au maximum, et puis essayer de les accompagner dans les moments où tout va bien et dans les moments plus compliqués. Après ça, il faut toujours faire des choix aux différents endroits justement où on va pouvoir aller encourager nos athlètes. Donc on essaye de les étaler de manière suffisamment importante pour pouvoir avoir le plus grande chance en fait de voir les premiers athlètes qui vont passer et les derniers qui vont arriver, pour pouvoir essayer de leur mettre le feu, de leur donner des mots, de leur donner des informations sur des écarts s'ils ont envie.
Ça fait vraiment partie de votre culture que vous avez développée nous, quand en fait, vous êtes sur un événement. La manière dont on se définit un petit peu, notre ADN, c'est vraiment de donner de l'énergie aux athlètes. L'énergie aux athlètes, ça se donne pas uniquement par la nutrition sportive, on essaye de la voir de manière un petit peu plus holistique. Et c'est de l'humain, nous on veut s'investir au maximum, autant qu'on le peut en fait dans la réussite de nos athlètes. Et être sur le terrain, pour nous, c'est quelque chose d'important, d'essentiel, je dirais même. Et donc, dans le cas de Marianne, ouais. J'ai vu Marianne à plusieurs reprises dans la course. J'ai pu partager quelques pas avec elle à Notre-Dame en descendant tranquillement. Marianne toujours fidèle à elle-même, le sourire, la déconnade, c'est toujours comme ça. Quand je vois Marianne, on rigole en fait et on essaye de lui changer un petit peu les idées. Et puis c'est plus elle qui parle même qu'autre chose, quoi. On sent que ça lui fait vraiment du bien de partager quelques kilomètres comme ça. On l'a vu aussi à Sillaos où elle avait maintenu l'écart sur Blandine. Elle était à peine 10 minutes derrière. Elle était vraiment très très grande forme. Et après ça, on est monté au Maïdo et puis là on a compris que ça prenait un petit peu plus de temps. Et puis après on a découvert tout simplement sur les vidéos que Marianne abandonnait. Et puis c'est toujours un déchirement en fait de voir un athlète qui doit abandonner, encore plus quand c'est pour des raisons médicales, parce qu'il y a évidemment toujours la question de combien de temps ça va reprendre à l'athlète de pouvoir revenir sur les sentiers. Donc c'est toujours très dur. Donc après on envoie un petit message pour essayer de remonter le moral et puis on espère que les choses vont pas prendre trop de temps pour pouvoir revenir en forme et c'est ça, c'est le maximum qu'on peut faire en fait dans ces moments-là, quoi. T'as pas d'infos sur ce qu'elle a vraiment en fait, parce que je sais que Marianne c'est un peu une dure au mal. On dit qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de souffrance. Trop dur au mal, ouais. Marianne elle pousse assez loin, quoi. Marianne elle est trop dure au mal. A priori elle a senti comme une sorte de déchirure dans le mollet. Et justement quand Marianne dit qu'elle a vraiment mal, qu'elle pleure, on sait qu'elle pèse ses mots et j'ose même pas imaginer la douleur qu'elle devait avoir à ce moment-là. Et quand elle m'a réécrit ce matin pour me dire comment ça allait, dans ses propres mots, elle m'a dit qu'elle se sentait dans un piteux état et que là, elle allait avoir des imageries médicales pour essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'elle avait. Donc, elle est prise en main, elle va tout de suite aller creuser pour essayer d'avoir le bon traitement pour pouvoir revenir en forme le plus rapidement possible. La Bande AD+, spéciale Diagonale des Fous, en partenariat avec Run Motion Coach. Eric, toi, tu étais en observateur hier. Comment tu as vécu la course ? Est-ce que tu as réussi à suivre la course des hommes et des femmes en même temps ? Est-ce que tu as réussi à tout suivre ? Et qu'est-ce qui t'a marqué ? Contrairement aux autres années, j'ai vraiment été sur le terrain cette année. On a voulu être au Maïdo parce que je trouve que c'est vraiment là où il y a des choses qui se passent vraiment au niveau mental et d'observer les personnes. Et vraiment... Les deux premiers m'ont vraiment impressionné mentalement. Après, Ludo était un petit peu affecté, mais on connaît Ludo, on sait qu'il va retrouver des ressources après. On se demande toujours quand il va en retrouver, mais on sait que ça peut remonter. Mais les deux premiers, vraiment, j'ai trouvé avec un état de fraîcheur physique et mental. Et puis après, des visages quand tu parles des deux détruits. premiers, tu parles de Baptiste Chassagne et Yannick Noël. Et Yannick, vraiment. Et derrière, après, on voit que ça s'est dégradé au fur et à mesure. On voit qu'il y a une... J'ai comme l'impression qu'à un moment donné on se sent dominé ou dominant un peu, c'est-à-dire on lâche un peu l'affaire et Baptiste on voit que il est dominant, il domine son truc et que ça va le faire et on n'a pas de doute. Est-ce que tu es étonné par la trajectoire de Baptiste ? Non, je suis pas étonné parce que athlète NAC aussi d'ailleurs. C'est quelqu'un qui arrive et qui a un énorme potentiel, on le voit bien et qui on ne fait pas deuxième quand même à l'UTMB par hasard déjà. Et puis dans son cheminement, il est très intelligent aussi dans sa façon de se préparer. Il a un staff autour de lui, il essaye d'analyser. Il met tout en place pour être professionnel, quelque part. Ce qui manque encore peut-être à certains athlètes maintenant en devenir. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps facile. Et le niveau, ça va vite maintenant. Ludo pourrait le dire, mais... Là, ça va vite, ça part vite et toutes les courses maintenant un peu relevées, il y a une grosse densité de coureurs. Et la prépa mentale, lui, ça fait quelques années, je pense qu'il l'a mis en place parce qu'il
Je ne sais pas quels sont ses mots, mais il se trouve plutôt faible là-dessus. Il est considéré qu'il avait besoin d'un supplément, d'une force, de travailler son mental. Mais là... Oui, mais en fait, Baptiste, on a collaboré un petit peu en amont là, sur la revue Point de Côté qui va sortir et il écrit très bien. Il va sortir un article notamment sur les femmes et le trail, donc ça va être très très intéressant. Le petit bouquin, ça va s'appeler Courtenay. Coucou. Hein, coucou. Alors comme Kiki. Après Kiki, d'accord, voilà. Et il sera entièrement consacré Robin, à voilà. Courtenay de Water. On a bossé un peu avec Robin sur la Pain Cave et notamment est-ce qu'il existera un mental des femmes. Et Baptiste est quelqu'un de curieux et qui prend tout en note, qui prend tout en compte, et puis il y a un aspect poète aussi, un peu poétique, qui peut-être lui a apporté cette touche à un moment donné de détachement. Il disait, j'ai entendu hier dans son truc, il a débranché le cerveau. Je pense que certains n'arrivent pas des fois à débrancher totalement, et lui il a réussi. C'est une vue de l'esprit, c'est difficile comment on fait pour débrancher le cerveau. Ouais, mais débrancher, ça veut dire qu'à un moment donné, on reste concentré sur vraiment les choses, la nécessité, et on laisse une petite place au hasard. Et lui, il a laissé cette place au hasard. Et des fois, inconsciemment, on voudrait tout contrôler parfois. Et on va commencer par les chiffres, on va commencer à regarder son chrono, on va commencer à regarder des choses. Et là, non, lui, il a réussi à vraiment prendre l'ambiance, la symbiose avec l'île, en fait. J'ai ressenti ça, c'est-à-dire il s'est vraiment senti bien. Voilà. Et il a envoyé ça à son corps, et son corps y a répondu favorablement. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre que sa victoire nette et sans bavure à Baptiste ? Qu'est-ce qui l'a marqué ? Non, qu'est-ce qui t'a marqué toi ? Qu'est-ce qui m'a marqué moi ? Pour les auditeurs, tu me reposes la question, mais on se rend pas compte, il y a beaucoup de bruit. Et comme moi, tu es un petit peu sourd. Ouais, tu sais, c'est l'âge aussi. Ce qui m'a marqué, c'est la confiance en lui. J'ai pas l'impression qu'à un moment donné, il y a une rupture dans la confiance. Il est resté avec un grand charisme. Des grands. Comme François, à un moment donné, qui gagne. Comme des grands, quoi, qui gagnent. Une attitude aussi. Ouais, voilà. Extrêmement positive. Ouais. Charismatique. Il semblait fort. Vraiment fort hier. Rien ne peut le traverser, rien ne peut Comme Blandine d'ailleurs. Voilà. Après, j'ai l'impression que si les auditeurs ils écoutent, ils disent ça a été facile pour eux. Non. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour aucun des élites parce qu'on a l'impression en fait c'est toujours facile pour les élites. Et vous voyez Baptiste en fait il est perfusé à la fin. On était au contrôle antidopage, il était en fauteuil roulant, il pouvait plus arquer. Blandine je crois que c'était pas bien mieux. Donc faut pas dire que faut pas laisser penser en fait que c'est facile pour les élites. C'est aller pousser tout le monde, même Baptiste en fait qui a dominé son sujet, il allait pousser très loin dans le. Il faut pas désacraliser comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à un moment donné, il l'a fait dans l'épreuve et après il lâche. Et c'est là qu'on voit que la fatigue arrive souvent après. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de transcendance, tu vois, dans l'effort, par exemple, de Baptiste. Dans ses propres mots hier, il disait que justement, à un moment donné, c'est presque il sentait rien et que en fait, il a eu une journée absolument parfaite, je pense pour lui. Le flow, dans laquelle il a vraiment pu s'exprimer, se faire plaisir. Il était en communion, comme tu disais, un peu en symbiose en fait. Avec l'île, avec toutes ces énergies-là, on avait l'impression que tout était aligné. J'ai ressenti un peu la même chose avec Blandine aussi, quand on la voyait, c'était toujours le sourire, le calme, la sensation de vraiment prendre le temps aussi et de profiter. Moi, j'ai trouvé ça absolument inspirant et presque choquant en fait de les voir avancer comme ça. Et c'est ce que je disais à Louis. Je dis mais comment tu peux être transcendé pendant 23 heures quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça me paraît absolument dingue quoi. Bah, je pense que Ludo il l'a vécu à l'Hard Rock ça. Exact. C'est vrai. À l'Hard Rock c'était ça que tu disais. Il n'y avait pas de doute quoi. Moi, j'appelle ça les courses, alors cette année, peut-être un peu moins que l'année dernière, mais même si ça a été très bien. Course parfaite, mais qui arrive quasiment jamais en fait. Il y a Mathieu qui en parlait aussi avec le flow. Et puis, non, mais avec le flow. Et puis il a un truc des Tahitiens là. Le manois. Comment j'espère que je dis pas. Le manois, c'est une espèce d'esprit. Ouais, voilà. Donc. Est-ce que je dis une bêtise ? C'est en québécois ça. Non, non, mais. Le tabarnak. Ouais, faut lire son livre, il explique dedans. Non, je pense que c'est le manois, c'est une force polynésienne un peu comme ça. Non, mais ouais, ça arrive
Ouais, on va dire, moi ça m'est arrivé 2 fois en fait récemment, mais pendant des années ça n'a jamais été aussi facile. Et c'est vrai que quand ça arrive, c'est bien, quoi. Toutes les planètes s'alignent. Mais comment tu essayes de refaire la même chose, t'es pas sûr que ça va arriver. Quand tu dis, tu vois, la vision par exemple de Arthur qui se projetait dans son effort de vouloir arriver frais, tu vois, dans Mafat et ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il idéalise en fait le moment où il se dit là je vais être bien, je vais pouvoir continuer à pousser, et puis qu'en fait ce moment-là n'arrive pas parce qu'il n'y a pas cette journée parfaite qui arrive. Mais t'as raison. De toute façon, il faut revoir. On explore des choses et on se plante. On fait des erreurs, c'est normal, il faut accepter ça. Et de toute façon, l'ultra, si t'es pas humble et que tu n'acceptes pas les erreurs, tu fais pas longtemps dans la discipline, on le voit. C'est quand même des gens qui sont durs au mal. La résilience, on va pas dire ça. La résilience, c'est des gens qui vraiment qui ont un handicap ou un trauma très très fort. On parle de plus de robustesse, quoi. Et les gens arrivent à être plus robustes, je pense, dans l'ultra. J'ai ajouté un U de trop, c'est le mana. Bon mot. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Ludo, quand tu parles de c'est dur aussi pour les athlètes, et Baptiste était en croix après. C'est vrai qu'il y a tout ce côté, les minutes qui suivent une victoire, l'euphorie est encore là, ou elle est même peut-être à son paroxysme, et ensuite il y a cet effet de ça retombe. Il est venu en conférence de presse, et là moi j'étais venu en 2022, il y avait 2-3 journalistes. Là c'est un truc de fou, il y avait énormément de journalistes qui lui ont posé beaucoup de questions. Il y a son père Vincent qui est arrivé en lui disant là c'est trop long, il va s'écrouler. Mais je dis mais regarde-le, il est super bien, il répond bien aux questions. Il me fait Baptiste n'a jamais terminé une course, jamais, sans s'écrouler. Et quasiment au moment où il disait ça, on voit les yeux de Baptiste qui commencent à partir, il commence à s'écrouler et il était en train de partir dans les vapes. C'est un truc de fou. Bon, ça c'est un peu de particularité à La Réunion aussi, c'est qu'on a la conférence de presse juste après la course. Vous n'avez pas le temps de vous respirer. Maintenant j'ai l'expérience parce qu'en 2009 ça m'est arrivé ça. Je fais la conférence de presse, j'étais que deuxième, mais bon, je fais la conférence de presse et en repartant de la conférence de presse, pas alimenté, pas bu, pas de gel, chute de. Là t'avais gardé des gels pour la conférence de presse. Mais non, mais tu rigoles. Après, il y a des années où je prenais un gel avant d'aller en conf. Parce que non mais c'est vrai, t'as tenu un ton en fait, un ton de les tips de Ludo glycémie super. Et puis d'un coup en fait t'as plus rien. Et non mais tu rigoles pas, c'est vrai. Non parce qu'en fait tu vas t'asseoir. T'as les spots sur le visage, on te pose des questions, il faut que tu sois cérébral, c'est vrai que c'est pas du tout normal. Ça devrait au moins il y a un petit temps de en plus on est fatigué quoi, intellectuellement aussi. Et puis ça sert à rien une conférence de presse avec des questions. Ça consomme de l'énergie le cerveau quand tu commences à réfléchir aussi, donc il y en a plus. C'est assez spécifique à La Réunion parce que je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs en fait. Des conférences de presse juste après, c'est pas Ils font même les interviews pendant ici. Ouais c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Un petit mot pour la réunion première. Et surtout quand t'es complètement, mais t'es fracassé, t'arrives plus à même respirer, etc. Ou à parler. Et ils te posent des questions de la même manière. Et en fait, il n'y a pas de prise en compte de ah tiens, il va pas bien. On va quand même lui poser la question. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai que c'est spécial. C'est spécial, mais c'est très dans l'esprit local. Et puis, en fait, ça s'explique aussi puisqu'ils font un suivi live en direct. Les gens sont à la radio, donc en fait, si tu ne parles pas, c'est un blanc. Et donc, ils sont habitués à devoir parler. C'est pour ça qu'on les entend commenter. Moi, j'étais hier soir à la Possession en train de regarder le ravitaillement. Non. Oui, parce qu'en fait, je regardais Yannick Noël en train de se faire ravitailler. En passage, en entendant son petit bout de chou qui parlait à son papa, c'était cutissime. Et à côté, le journaliste... Il parlait. Non seulement il parlait, mais il écoutait son live. Il écoutait en même temps le live, donc on n'était même pas dans une bulle c'était assez impressionnant. Il y a des petites choses à apprendre, laisser les silences, c'est important. Les silences, c'est important, mais en radio, un silence, c'est quand même mortel. Ça, je peux comprendre le petit, ça aurait été sympa. Ah ouais, c'est vraiment plus sympa. J'ai perdu le fil de ma pensée. On va bientôt perdre Anthony aussi, je crois. 2 jours sans dormir, tout va bien. Anto, comment tu te sens? T'as dormi quand même un petit peu? Je suis extrêmement fatigué, j'ai dormi un petit peu, mais ce que je disais à Eric tout à l'heure, c'est plus des mini-comas que des moments de sommeil, parce que c'est vraiment... là j'ai fait 2 périodes de 20-30 minutes où
c'est un sommeil d'une profondeur où on se réveille, on ne sait pas où on est. Enfin, il est narcoleptique, c'est ça? Narcoleptique? Non, c'est pas ça, narcoleptique. Non, mais c'est un petit peu ça. C'est un endormissement en 2 minutes. Et là, c'est vrai que moi, là, comme cette deuxième nuit n'était pas du tout anticipée, j'ai fait ce qu'il faut absolument pas faire, c'est-à-dire que j'ai lutté contre le sommeil. J'ai eu en fait la somnolence qui est arrivée au Maïdo après avoir croisé Eric, sauf que c'était vraiment pas le moment pour se mettre en boule et s'arrêter parce qu'il commençait à faire franchement frais. Et donc j'ai essayé de lutter comme j'ai pu sur la nuit. J'ai le souvenir là du chemin des Anglais où c'est un côté hypnotisant d'avoir ces dalles l'une après l'autre où on voit que ça en fait, surtout quand on n'avance pas vite en plus. Ça se floute, etc. Non, Ouais. Donc là il y a énormément de fatigue qui s'est accumulée. Après heureusement l'organisme est bien fait, en 24-48 heures tout ça va bien se réguler, mais ouais. Là c'est quoi le programme pour toi? C'est dodo au maximum? Ouais, dodo, bien manger, bien dormir, c'est je vais dire des banalités, mais en termes de récupération c'est quand même la base. Et puis voilà, profiter de l'île aussi pour voir quelques proches, quelques personnes qui comptent, qu'on n'a pas l'occasion de voir d'habitude. Et voilà. Quand tu dis qu'il y a une petite déception ou une série de déceptions que tu vas prendre le temps d'analyser, est-ce que tu as des satisfactions quand même cet après-midi, là, quelques heures après avoir passé la ligne? Au final, je me sens pas déçu aujourd'hui. Enfin, je suis heureux d'être allé jusqu'au bout en fait. Enfin, voilà, c'est pas. Non, déception, c'est pas le mot que j'aurais. Disons que ça s'est pas passé comme le scénario rêvé, mais est-ce que ça se passe jamais en fait comme le scénario rêvé. Donc j'ai quand même la chance et l'honneur d'avoir fini une diagonale des fous, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut pas le banaliser. C'est une ligne de palmarès en soi. Oui, c'est quand même une course qui est absolument mythique et à raison. Là, il y a eu toute cette série de péripéties, l'ensemble de décisions et d'aventures mentales qu'il y a eu qui sont d'une richesse et d'une intensité qu'il va falloir que je prenne le temps de débriefer. Donc je suis heureux et je suis heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, là, refaire cette diagonale, c'est quelque chose qui est imaginable. Bien sûr. Après, je pense que comme toute course mythique comme ça, c'est une course qui se respecte et il faut se donner le temps d'avoir vraiment l'envie de revenir. Et ça peut prendre potentiellement quelques années. Donc absolument, et revenir chaque année, si on n'en a pas l'envie viscérale, je pense que c'est un petit peu dommage. Et voilà, il faut se donner le temps de 2 ans, 3 ans, le temps nécessaire pour revenir avec l'envie vraiment. Léa, en entendant tout ça, en voyant tout ce monde-là, c'est quoi tes émotions à toi d'observatrice et de bientôt future championne, là, si j'ai bien compris? Future championne, je sais tout pas. Ça te fait envie? On parle encore une fois, comme dans l'épisode précédent, de beaucoup de choses qui sont pas négatives, mais qui peuvent faire flipper un peu. Eh oui, c'est sûr que c'est très flippant. On va pas enlever ça. Parce que je disais encore l'année dernière quand on a fait l'événement pour fêter la drogue de mon père, je lui disais que j'avais envie de faire la diagonale des fous. C'est ça. C'est ça. Je disais que j'avais envie de faire la diagonale des fous avec lui un jour et j'avais pas vu le terrain, mais je me suis dit c'est un ultra comme un autre. Il l'a fait cette fois, ça va. C'est bon. S'il le fait, c'est que ça doit pas être si dur. Mais non, on se rend pas compte et je me disais ma mère. C'est pas facile quand ton père c'est Ludo Pomeray. Non, c'est ça. Je me disais ma mère c'est le premier ultra qu'elle a voulu faire, c'est pour une raison. Et la raison est l'ambiance, je pense, mais. Par contre, c'est un des plus durs pour commencer. Alors après, je me dis peut-être que quand t'as fait lui, t'as plus peur de rien. Je sais pas. Je me pose la question. Mais c'est sûr qu'il y a plein de doutes et plein de peurs. Après, c'est aussi bénéfique dans le sens où tu te rends vraiment compte que tu te lances pas sur cette course comme ça, sur un coup de tête. Tu réfléchis à 2 fois, quoi. Voilà, c'est ça. Je dis pas que je pensais que c'était comme ça, mais c'est sûr que je pense que je m'attendais pas à devoir avoir une telle préparation en tout cas pour cette course et je sais que je suis pas encore du tout prête, mais ça reste quand même un objectif malgré que je me rends compte que c'est difficile. T'as quel âge, Léa? J'ai 21 ans. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis monitrice de ski.
Ça c'est déjà bien. On est sur. Je suis dans le sport, après plus dans la glisse de base, mais je me dis que mon père a commencé par ça aussi, donc peut-être que je suis sur ses traces, je sais pas. Et le fait que ton père, son premier ultra terminé, c'était la diagonale, j'ai bon. Symboliquement, t'as envie de. Ça pourrait ressembler à ça aussi. Moi, même si là, je te projette beaucoup trop, mais. Ah bah dans un monde idéal, ça pourrait se terminer comme ça aussi pour moi. Après, c'est vraiment dans un monde idéal. C'est mon père, j'ai peut-être un peu de gêne, mais voilà, je suis quand même pas lui, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. mais non, bah en tout cas, j'espère. Après, voilà, il faut de l'entraînement, c'est pas venu comme ça tout seul, et je sais que je vais devoir y passer aussi, et en chier aussi, si je peux me permettre, comme tout le monde. Non, tu peux pas d'ailleurs, c'est trop tard maintenant. En course, là, plus ça va, notamment sur la diag, comment tu lui parles? Est-ce que quand tu le vois, est-ce que tu l'encourages, tu lui dis des mots gentils, ou tu lui mets la pression comme on en parlait tout à l'heure? C'est peut-être plus ta maman, ça. Bah, ça dépend vraiment de son état. Là, au début de course, bon, on parle jamais trop. Hein. Je dis qu'il parle pas, mais je parle pas beaucoup plus que lui non plus. Des fois, j'ai peur de pas trouver les bons mots ou quoi. Après, j'essaye toujours de voilà, lui répéter qu'on est fier de lui, et des fois je l'entends dire des trucs qui m'exaspèrent, du genre j'avance pas, j'ai envie de lui dire attends, t'as vu déjà tout ce que t'as avancé, tu fais des choses incroyables. Enfin, je lui répète tout le temps qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça, et qu'il faut quand même pas l'oublier, et qu'on est tous fiers de lui. Et je rappelle aussi à quel point tout le monde est derrière lui, tout le monde le suit. Enfin, on reçoit des milliers de messages. Bien au-delà de la famille, c'est vrai on reçoit des milliers de messages de la famille, de sa communauté, de tout le monde, et j'essaye de lui rappeler tout ça pour qu'il ait la force de continuer. Après, voilà, il y a des moments où on sent que là, il y a besoin de lui mettre la pression, et il est capable de supporter cette pression. Et typiquement, on a demandé l'avis de son coach pour en être sûr, mais à la possession, on sentait que c'était le moment où il fallait sortir le fouet, le vrai fouet. Quitte à ce qu'il pète, et c'est ce que son coach nous a dit, quitte à ce qu'il pète, il faut qu'il donne tout, qu'au moins il n'aura pas de regrets. Et au final, ça a marché. Et je sais pas grâce à quoi ni à qui, mais en tout cas, il a réussi à garder le top 5 et même à faire mieux au final. Donc voilà, c'était le moment de lui mettre la pression, et voilà, c'est pas toutes les courses où on le fait l'UTMB. Cette année, par exemple, on lui a pas mis la pression parce qu'on sentait que là, il était vraiment au bout de lui-même. Et voilà, 6e, c'est nul. Non, mais il était vraiment au bout de lui-même, et on sentait que là, il y avait besoin d'encouragement, pas de pression. Et voilà, on s'adapte un peu à comment on le sent, quoi. Ludo, quand ta fille te pousse, ça fait quelque chose de plus que... Est-ce que tu réagis à ça? Ouais, bah oui, de l'avoir comme Céline en fait sur les assistances, c'est un plus. Hein, c'est ce que j'ai dit. On a l'assistance DAF en fait, mais ça remplace pas la famille quand même. L'assistante DAF, c'est très professionnel, carré. Ils ont une mission. Voilà, c'est pas le soutien en fait aussi mental. Et je crois que Eric est d'accord pour dire qu'il y a une part assez importante du soutien du mental. Donc non, ça fait bien plaisir. Maintenant, ce que je me demande, c'est en voyant dans les états où on termine, c'est comment on a envie de faire de l'ultra, quoi. Comment on arrive à se dire, ouais, tiens, j'ai envie de faire ça, putain. Je pense que t'es une des meilleures personnes à qui on peut poser la question, mais si c'est toi qui la poses, c'est embêtant. Pourquoi? Moi, je me pose souvent la question. Hein. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, même peut-être un peu plus. Je me pose souvent la 24 question. 24 heures en la Diagonale des Fous. Parce que finalement, je le vois mal tout le temps. Enfin, moi, comme je vous dis, j'ai jamais vu que l'air droite, donc j'ai jamais vraiment vu bien sur une course, enfin sur un ultra. Et je me pose tout le temps la question aussi de me dire, mais pourquoi il continue? Et pourquoi moi, j'aimerais faire ça? Et je sais pas si j'ai vraiment une réponse, mais quand même, quand je vois toutes les émotions qu'il nous procure pendant cette course. Enfin, moi, j'ai vécu les montagnes russes sur cette course, et c'est pas la première. Et quand je vois tout ce qu'il arrive à donner comme émotion, et même à des gens qu'on ne connaît pas finalement, et qui le suivent et qui ressentent les mêmes émotions que nous on ressent, je me dis que c'est ça la plus belle beauté de ce trail, et tous les messages qu'il promulgue, c'est trop beau, et je pense que c'est ça aussi qui donne envie de vivre.
Puis après, il y a aussi quand même profiter des paysages. Je sais pas s'il en profite pendant la course. En tout cas, non, en repos, après, je rejoins Anthony, c'est que vraiment on a vu un lever de soleil sur Koto-Kärvegen, enfin sur les pentes du volcan qui était vraiment joli, quoi. Donc je me suis quand même retourné, j'ai pas pris de photos, mais je me suis quand même retourné. Il y avait on était avec les gens du Zambrocal, je dis vous m'enverrez les photos, mais bon, je pense pas que je les reçois. Ceci dit, ils t'ont reconnu, donc t'as peut-être une chance quand même de recevoir quelques photos. Le Zambrocal, c'est la course en relais. On va arriver tranquillement à la fin de cette partie d'émission. Léa, dans ce que tu as vu, qu'est-ce qui t'a le plus plu? On parle des paysages là, des paysages de la Réunion. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a ému? Moi, c'est vraiment Mafat, ce cirque là où en fait, c'est surtout quelque chose où je me dis mais il y a des gens qui habitent là-dedans. C'est vrai. Et je trouve ça dingue et en même temps c'est tellement magnifique comme coin où c'est hyper sauvage, il n'y a pas de route, tu peux y accéder que en voiture et que en pied justement, pardon. et en hélico. Et ouais, quand même. En hélico, et c'est vrai que le cirque de Mafat, c'est je pense l'élément un peu de la Réunion et de cette île, quoi. Et voilà, c'est mon... Ludo, tu commences à connaître très bien la Diagonale. C'est quoi, alors, sans forcément dire Mafat, c'est quoi l'endroit que tu trouves le plus beau? Tu parlais de Koto-Kärvegen au lever du soleil, ça peut être ça? Koto-Kärvegen, c'est surtout en fait l'heure à laquelle on passe, parce que je pense que si tu passes à 2h du matin, c'est moins beau, quoi. On avait fait avec Léa lever de soleil au volcan, donc au Piston de la Fournaise, c'était vraiment magnifique. Ceux qui étaient au Piston des Neiges à cette heure-là, c'est vraiment la beauté, c'était à cause du moment en fait, au lever de soleil. Mais sinon, le col du Taibit, c'est un joli col aussi. Enfin, il y a plein d'endroits qui sont quand même chouettes. Mais c'est sûr que Mafat, ça reste quand même un incontournable de la Diaye. Et par contre, quand on a été aussi un petit peu avant, avant la course, en fait, se balader un peu, Salazie était un cirque qui est vraiment chouette aussi, quoi, qui est très très différent, beaucoup plus vert. Alors vert, donc du coup on prend un peu plus l'eau quand même. Très humide. Mais on a fait la roche écrite et c'était vraiment vraiment chouette, quoi. Et la randonnée avec les échelles, ça c'était magnifique aussi. La randonnée aussi, on a fait comment ça s'appelle? C'est chemin Jacques Isnard, c'est ça? Tu vois, chemin Jacques Isnard. Oui, c'est magnifique. Et c'est vraiment joli aussi. C'est tout le long du. Ils l'ont refait d'ailleurs là. Tout le long du cirque de Sillaos. Et c'est un joli chemin, un peu technique quand même. Ça avance pas trop non plus. Mais... c'est magnifique. Donc il y a plein d'endroits et puis pareil. Alors c'est pas spécialisé plage quand même la Réunion. Moi c'est quand même plus les montagnes, mais il y a aussi des cascades qui sont chouettes. Il y a pas mal de quoi faire ici. Il y a des sentiers chasseurs de Tang aussi que tu connais pas forcément, mais il y a plein de petits sentiers qu'on explore. Et moi j'en ai découvert cette année que je connaissais absolument pas. Donc on découvre toujours des sentiers nouveaux en fait. J'aimerais bien refaire aussi celui qui va vraiment au volcan et où on arrive dans la plaine des sables. Que j'avais fait en 2009, c'est la seule fois où je l'ai fait. C'est un endroit magique. De toute façon, cette île, elle porte bien son nom, l'île intense. Voilà, c'est pourquoi. Anto, toi, ce que tu as préféré, c'est Sentier Kala, c'est ça? Et Ratino. Ouais. Non, mais... c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en plaisantant un petit peu, mais c'est vrai que c'était un vrai chemin de croix cette partie-là, parce que j'étais peu lucide, avec peu de force dans les jambes, et justement c'est un endroit où il y a besoin de lucidité et de force dans les jambes, donc j'ai vraiment subi cette section qui sert à rien, tu dis, qui n'est pas forcément utile. Alors c'est un peu méchant de dire ça, je me permettrai pas, l'organisateur serait pas respectueux. Mais parce que j'ai parlé juste avant avec Casquette Verte qui finissait sa course et il a dit exactement la même chose que toi. Il fait ça sert à rien, il y a des endroits, pourquoi on passe là, on pourrait passer ailleurs, c'est moche. Sur le moment j'étais en colère. De toute façon dans ces moments difficiles on passe par toutes les émotions et j'étais très en colère à ce moment-là. Contre l'organisateur, contre la course, contre tout, en fait, contre le monde entier. Parce que quand ça se passe pas bien, on est en colère contre tout et rien à la fois. Et oui, j'ai beaucoup souffert sur cette partie-là. Ouais. Et alors, là, c'était pour la blague, mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau? Est-ce que tu as réussi, d'ailleurs, à trouver quelque chose de beau, sachant que la course a été compliquée pour toi? Pas le début, ceci dit. Donc. C'est un émerveillement, cette course. Même dans la difficulté, c'est-à-dire dans Mafat où ça commençait à être dur. Horaire, quand je suis arrivé à Horaire, je me suis dit mais quel est ce petit coin de paradis en fait? On a l'impression qu'on est dans un petit coin préservé où
presque un décor de cinéma et c'est... Oui, j'ai vraiment cette vision. Je me suis dit, mais c'est quoi ce petit coin de paradis? Et voilà. Donc même là où ça commençait à devenir dur, oui, voilà, je garderai cette vision, ouais. Et puis le lever de soleil. Will, on l'a dit tout à l'heure, c'était ta première fois. Tu étais vierge d'île de la Réunion. Donc tu as dit que tu avais un coup de cœur, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau, le plus intense? En termes de paysage, ce que j'ai trouvé vraiment chouette. Après, bon, moi, j'ai pas eu la chance d'aller autant courir en fait dans l'île que ce que j'aurais aimé, parce que évidemment, je venais là aussi pour travailler, quoi. Ah ouais. Donc, mis à part les quelques petites runs communautaires où voilà, j'ai pas pu aller beaucoup à la découverte de l'île parce que beaucoup de sentiers sont assez inaccessibles et ça prend des déplacements quand même assez longs en voiture pour pouvoir aller à l'approche en fait des différents cirques ou autres. Tout est à 2 heures ici. Donc en fait, le seul moment où j'ai vraiment pu aller dans Mafat, c'est la seule place que j'ai découverte et j'ai pu y aller en fait juste après avoir atterri ici et j'ai pris une voiture et je suis allé rejoindre Louis Travaillot qui était déjà présent là-bas avec Céline de notre équipe et j'ai pu aller courir pendant on a fait 20 et quelques kilomètres là-bas dans le cirque de Mafat et j'ai trouvé ça absolument splendide. On a passé 3h30, 4 heures à courir. J'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure, tellement on en prenait plein la vue. Des parois à la verticale. Enfin, c'est absolument dingue. C'est absolument dingue de voir ces paysages-là. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Et après ça, c'était plus dans le suivi course où on a pu se rendre sur différents points du parcours qui étaient assez mythiques. Et un des points qui m'a le plus épaté, je pense que c'était à Sillaos. Parce qu'on a fait le lever du jour à Sillaos, donc comme disait Ludo, c'est vrai que ça dépend vraiment de l'endroit de la journée en fait dans laquelle tu te trouves. Parce que Maïdo, par exemple, on était dans la brume, on n'a absolument rien vu en fait du Maïdo. Mais Sillaos, c'était magnifique, le soleil qui se levait, couleur rouge sur ces grandes parois, le piton des neiges, tout ça, c'était absolument dingue. Donc non, on en a pris plein la vue et ça donne envie en fait de courir le Grand Raid, de courir la Diag. Oula. Et dans un autre sens, ça donne vraiment pas envie de le faire parce que ça a l'air vraiment très difficile. Si tu le fais, il va falloir mieux te préparer que pour ta MCC. Oui, merci Nico pour le petit pic. Moi aussi, j'ai pratiqué la narcolepsie comme Anthony à l'arrivée de la MCC. Bon, on viendra faire ton assistance sur la Diag alors. Avec plaisir, Ludo. Si c'est toi qui m'assistes, ça va bien aller. Je sais pas si on peut te poser la question à toi, Eric, parce que tu vis ici. Si. Est-ce que tu arrives à encore voir les beautés de cette île? C'est plus devenu une banalité? Non, parce que la puissance de la nature ici, la difficulté de la course, tous les ans, en fait, ça te pousse à te sentir vivant ici, vraiment. Ça t'amène quelque chose, il y a un message presque transcendantal, comme tu disais, qui pousse avec la difficulté aussi, parce qu'en fait, ça se mérite à un moment donné d'aller dans Mafat, il faut y descendre quand même. Et on essaye de pousser les jeunes, justement, comme Léa, à l'université, à découvrir leur île. Et après, quand ils viennent, on a vu avec tout le team DAF, par exemple, on a réussi à faire venir des jeunes sur des ravitaillements. Ça change un petit peu leur vie et parfois, ça les pousse même à s'entraîner. L'exemple typique, c'est Léo Rogome, qui est retourné en métropole, ici, mais qui a fait le team DAF, qui a été à la fac, qui a fait du trail ici et qui a pris les armes, quoi. J'ai l'impression qu'ici on fait un petit peu ses armes et puis après on va en métropole. C'est Blandine qui a fait ça aussi. Ouais, voilà, il y en a pas mal. Aussi. Camille Brouillas, il y en a plein qui sont passés, qui ont fait les classes ici. Et on voit bien qu'après ça sort avec une grande passion derrière et puis de l'humilité, et puis pas mal de choses. Un beau message quand même à faire passer. La Réunion, c'est une terre de trail, je crois. Clairement. Eh bien, je pense que cette émission, cette partie d'émission est terminée. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, quelque chose que je ne vous aurais pas demandé, que vous avez envie de partager? On va aller dormir. Ouais. Anto, c'est sûr, là, tes yeux sont en train de... Je crois qu'il y a l'appel de la dodo, là, par là-bas. Ouais, là, il y a le bar qui nous appelle. Ouais, parce que t'es venu... Alors, je te remercie infiniment, Ludo, quand je t'ai demandé si tu voulais te joindre à nous, tu avais assez logiquement la flemme, et puis tu es quand même venu, donc ça vaut bien de dodo, ouais, clairement.
Donc bonne dodo. Will, je t'ai pas posé la question tout à l'heure. Encore une fois, cet épisode est en soutien avec vous et je te remercie. Vous, c'est NAC. Je suis pas en train de te vous voyez. Le NAC est aussi devenu cette année partenaire de la Diag. Oui, on était partenaire du Grand Raid pour la première année et c'est aussi une des principales raisons pour laquelle je me déplaçais ici. Je m'étais dit, si je viens à un moment donné sur l'île de la Réunion, c'est soit pour la courir, soit parce qu'à un moment donné, on a un partenariat avec le Grand Raid. Donc voilà, je suis venu pour le partenariat avec le Grand Raid. Maintenant, si je reviens, il faut que je la cours. Mais oui, donc c'était la découverte pour nous et on a découvert en fait une île dans laquelle la marque est vraiment très forte. Donc moi j'ai été vraiment surpris de voir la présence de NAC, l'utilisation des produits sur les sentiers. Beaucoup de gens en fait utilisent. Donc non. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait il y a beaucoup d'auditeurs réunionnais de la bande AD+. Donc à force d'entendre parler de NAC, bah voilà. Exact. C'est mon analyse, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Léa, vous restez en vacances en famille un petit peu ? C'est ça, on reste jusqu'à mercredi là sur. Ah bah oui, c'est vrai, vous allez à Rodrigue. Et après, on part à Maurice d'abord, faire un peu d'île paradisiaque encore pour pas trop se dépayser. Et moi, faut que je continue à m'entraîner. Je sais pas si mon père va me suivre, mais j'ai pas l'impression. Non. Alors faut que je trouve un vélo électrique. Et donc je vais continuer à m'entraîner un peu là-bas. Puis après, Rodrigue, direction Rodrigue pour le trail le 9 novembre. Donc et on ce est sera encore ton là premier long. Un petit bout de temps. Ce sera la première fois sur un format de 50 km donc. Ouais, j'avais couru 41 avec mon père et c'était la plus grande distance. Enfin, c'est la plus grande distance que j'ai fait pour l'instant d'une traite. Donc voilà, on verra. Et merci à tous. C'était encore un moment très sympathique. Merci pour l'invite. Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est la rubrique aventure de la bande AD+. Or, la Diagonale des Fous, c'est l'aventure par excellence. C'est une invitation à l'évasion organisée, avec en bonus une ambiance que vous ne retrouverez peut-être nulle part ailleurs, une ambiance propre à la culture de l'île de la Réunion, à l'énergie et à la chaleur créole, au départ, à l'arrivée et tout au long du parcours. En fait, la Diag, c'est moins une folie qu'un redoutable défi. On sait quand on part, on sait quand on entre dans l'antre et la solitude du cirque de Mafat, mais on ne sait pas quand on en sort et on ne sait même pas quand on arrivera. Ici, 1 kilomètre semble coûter plus cher qu'ailleurs, semble plus long qu'ailleurs. Sur cette 33e édition, le dernier coureur, le dernier survivant, comme on a coutume de l'appeler, aura mis 65 heures et un peu plus de 59 minutes pour venir à bout des quasi 180 km et 11 000 mètres de dénivelé de ce parcours un poil rallongé cette année contre 23h31 pour le vainqueur Baptiste Chassagne. 66 heures, ça veut dire passer 3 nuits dehors. Il y a les kilomètres, il y a le dénivelé, il y a la technicité des sentiers qui riment drôlement bien avec chantier. C'est une aventure parce qu'on parcourt une île en son cœur sauvage, parce qu'on emprunte un chemin rocambolesque qui défie la modernité lorsqu'il traverse l'immensité de ce sublime cirque de Mafat, chef-d'œuvre géologique impraticable autrement qu'à pied, même si les hélicoptères peuvent venir perturber sa quiétude en journée. Il n'y a pas beaucoup de sections plates sur la Diagonale des Fous. Le parcours est toujours en montée ou en descente. Les transitions de relief bousculent sans cesse les repères et il faut composer avec des conditions de course très changeantes selon un savant cocktail d'humidité, de chaleur, mais aussi parfois de froid, de boue, de vent, de pluie fine, de nuit, d'escaliers disproportionnés, de rochers, de racines, de sentiers très sauvages, de monotraces très techniques. Tout cela requiert un grand sens de l'adaptation à l'aventure pour espérer finir. Sur l'île, la Diag n'est pas seulement un événement sportif, c'est l'événement de l'année. La radio, la télé, tout le monde est focalisé sur cette course, même celles et ceux qui ne courent pas, même celles et ceux qui n'y connaissent rien. Les raiders sont des héros qu'il faut encourager du premier au dernier. Point. Car oui, la folie, elle est aussi dans cette ambiance populaire exceptionnelle. L'une des légendes vivantes de la Diagonale, il en a couru 16, le français Antoine Guillon, parle d'un laboratoire intérieur et c'est sur ces sentiers de la Réunion qu'il a appris à mieux se connaître jusqu'à remporter la course. Sur la Diag, il a appris à marcher autant qu'il court, mais aussi à gérer son alimentation, son sommeil, les coups de chaud et de froid, l'isolement comme l'euphorie dans les passages de village. On ne gagne la Diag qu'en restant
restant lucide sur soi, avait souligné le quadruple vainqueur François Daen. Il faut en effet davantage concevoir le Grand Raid comme une expérience que comme une épreuve athlétique. La Diag, ce n'est tout simplement pas une course comme les autres. Pour devenir finisseur, il faut comprendre ça. Sur la ligne, on ne s'élance pas sur une course, on part à la découverte. J'ai vécu une énorme aventure, s'était enthousiasmé Mathieu Blanchard, vainqueur l'année dernière. Toutes celles et ceux qui ont pris un jour le départ et avec qui j'ai eu la chance d'échanger ces derniers jours disent exactement la même chose que Mathieu. Et puis il y a ce final, cette explosion d'émotions que l'on observe chez toutes et tous. Passer la ligne, c'est faire partie du mythe, c'est toucher à la légende. Les finisseurs racontent un voyage, une mini-expédition. La Diagonale des Fous n'est pas pour rien l'un des 4 grands monuments de l'ultra-trail sur la planète. Et pour un amateur et un passionné d'ultra-trail, c'est assurément une aventure à vivre au moins une fois dans sa vie. Pour explorer les produits techniques et durables de Wise, je vous renvoie au site web de notre partenaire, wisetrailrunning.com, et à son très stylé compte Instagram. Durant la couverture de la Diagonale des Fous, j'ai porté, comme souvent, l'ultra short à manches courtes, léger, respirant, extrêmement confortable, en plus d'être beau. J'ai le t-shirt noir pour ce qui me concerne, mais il existe aussi la version blanche, peut-être plus adéquate quand le soleil frappe fort comme dans ma fat. C'est une pièce parmi d'autres, toute aussi quali de la marque d'Annecy Wise Ultra Running. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de ce 76e épisode de la Bande à des Plus, le 15e de la saison 4. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus et concoctée par les productions des Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir d'animer ce talk show du trail et de l'ultra trail. Un grand merci à NAC et à Run Motion Coach d'avoir soutenu la couverture journalistique de Distance Plus sur ce grand raid de la Réunion et d'être de précieux partenaires de l'émission régulière de la Bande à des Plus, tout comme Wise, Shox et Miles Republic, que je remercie également chaleureusement. J'en profite pour vous rappeler les codes promo dont vous bénéficiez, chers auditeurs et auditrices, grâce à nos partenaires. Alors notez bien, vous avez 20% de réduction sur toutes vos commandes sur le site web de NAC avec le code LBAD+, pour vous alimenter en course comme les athlètes NAC que sont Baptiste Chassagne, Ludovic Pommeret, Marianne Hogan, Arthur Joyeux-Bouillon ou encore les vainqueurs de l'année dernière de la Diagonale des Fous, Manon Board et Mathieu Blanchard. Vous avez 15% de réduction également sur tous les abonnements à l'application d'entraînement personnalisée Run Motion Coach avec le code DPLUS, DPLUS en lettres capitales. Un abonnement d'une année, ça vous revient en ce moment à 76,50 € seulement. Il y a aussi des abonnements à 3 ou 6 mois si vous voulez tester. Et allez, je rajoute la promo toujours en cours sur les casques sportifs à conduction osseuse ou aérienne de la marque Shox avec le code LBAD+. Sur le site web de Shox, vous bénéficiez de 10 € de rabais. Merci à Alexandre Ferreira qui fignole magistralement l'enregistrement de cette émission avant sa diffusion. Et merci à mes précieux collaborateurs Baptiste Ballet, Franck Berthaud, Chloé Robodeau et Clément Lenné. À plus dans la Bande à des Plus.